La conférence du jour a pour but de présenter donc le dernier ouvrage de Christophe Gauthier et Natacha Laurent, ici présents. Je les remercie infiniment pour leur contribution ce soir. Le but étant donc de présenter cet ouvrage tout récent, puisqu'il est paru aux éditions Privat en septembre 2022, avec une belle préface de Pascal Horry, qu'on ne présente plus. Alors, je vais quand même dire un mot de nos deux auteurs et intervenants de ce jour. Donc, Christophe Gauthier. Christophe, tu es professeur d'histoire du livre et des médias contemporains ici même à l'École nationale des Chartes. Tu es, ainsi que Natacha, que je vais présenter ensuite, spécialiste d'histoire du cinéma avec une thèse d'École des Chartes soutenue sur la passion du cinéma, cinéphile, ciné-club et salles spécialisées à Paris de 1920 à 1929. Donc une thématique qui n'est pas si courante à l'époque et qui n'est toujours pas si courante que cela à l'École des Chartes. Puis une thèse de doctorat soutenue à l'Université de Paris 1 sous la direction de Pascal Horry, intitulée « Une composition française, la mémoire du cinéma en France, des origines à la Seconde Guerre mondiale ». Des nombreuses étapes de ta carrière avant l'arrivée à l'École des Chartes, je retiens plus particulièrement en rapport avec le sujet du jour, ton poste de conservateur de la Cinémathèque de Toulouse à partir de 2006, en charge des enrichissements, traitements, restauration et valorisation des collections. Puis pendant 2 ans également, parce qu'évidemment tout cela est très lié, ton poste de directeur du département de l'audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France. À l'École des Chartes, tu développes plusieurs axes de recherche liés au cinéma, à sa patrimonialisation, à l'historiographie de la critique cinématographique. Voilà, donc devant donc cet axe fort des recherches du Centre Jean Mabillon. Donc voilà, on voit bien le rapport. Je vais revenir sur le titre et le thème de l'ouvrage. Natacha Laurent, merci à vous également pour votre présence. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Toulouse. Et là encore, en rapport avec l'ouvrage du jour, vous avez dirigé la Cinémathèque de Toulouse de 2005 à 2015. Vous êtes une spécialiste de l'histoire du cinéma russe et soviétique. Spécialiste également, on voit bien la parenté des relations entre cinéma et politique. Et il en est question aussi fortement dans cet ouvrage. Et l'auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma soviétique, le patrimoine cinématographique également. J'ai plaisir à rappeler aussi, à l'occasion de l'introduction de cette conférence, que vous avez tous deux animé entre 2017 et 2019 ici même, à l'École des Chartes, en particulier le séminaire patrimoine et patrimonialisation du cinéma. Et donc ce soir, l'ouvrage dont il est question, donc tout frais, qui, alors je le signale, je fais toujours un petit peu de publicité, est disponible au sortir de la conférence pour ceux qui le souhaiteraient à l'achat et à la dédicace. Je pense qu'il faut toujours parfait d'avoir les auteurs, si j'ose dire, tout proches pour pouvoir se faire dédicacer l'ouvrage. C'est un privilège qui n'est pas très cher. Bon, voilà, plus un ouvrage tout à fait accessible, ça compte aussi. Donc un ouvrage sur un sujet évidemment dont on mesure bien la proximité avec vos axes de recherche respectifs et vos parcours également professionnels. Donc il me semble qu'il s'agit donc cet ouvrage intitulé Raymond Borde, une autre histoire du cinéma. Se propose de traiter de la fondation de l'histoire de la Cinémathèque de Toulouse à travers la figure de son fondateur, donc Raymond Borde. Donc ce n'est donc pas une biographie au sens classique du terme, mais plutôt des fils biographiques qui sont tissés, qui permettent d'éclairer la naissance véritablement d'une institution, c'est tout à fait passionnant, et de ses finalités principales qui est de faire patrimoine en fait du cinéma. Et je pense qu'aujourd'hui, il me semble que si aujourd'hui c'est une évidence de constater que le cinéma est un patrimoine à préserver, à valoriser, eh bien, c'était sans doute beaucoup moins évident au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette aventure en fait que vous nous décrivez à travers l'itinéraire de Raymond Borde et la fondation de la Cinémathèque de Toulouse. Raymond Borde, un personnage haut en couleur avec différentes vies tissées, entrecroisées, communistes, surréalistes. Voilà, on a hâte d'en savoir un petit peu plus.
Et ça va être, je pense, le propos de cette conférence. Donc un grand merci à tous les deux d'être présents pour nous présenter votre ouvrage ce soir. Merci au public. Merci au futur public en ligne, parce que je rappelle que les conférences sont non seulement suivies donc en direct dans la salle, mais ensuite très rapidement disponibles sur la chaîne YouTube de l'École des Chartes et donc sous forme de podcast, ensuite accessible autant qu'on veut et extrêmement suivi. Donc merci à tous les deux, merci au public et très bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour votre chaleureux accueil. C'est vrai que revenir à l'École des Chartes, c'est pour moi toujours un très grand plaisir. Vous avez mentionné, Michel, le séminaire Patrimoine et Patrimonialisation, et je disais précisément à Christophe en arrivant que ce livre lui doit beaucoup, à la fois à la sérénité du lieu, qui était importante pour traiter cet objet qui, malgré peut-être ses allures, est quand même un objet assez brûlant sur le plan politique. Donc merci beaucoup à l'école de nous accueillir. Merci beaucoup à vous, public, collègues et amis, d'être là ce soir. Et puis une mention particulière pour nos deux laboratoires, nos laboratoires respectifs, le Centre Jean Mabillon et Framespa à Toulouse, qui ont contribué de façon très significative au soutien financier qui a été apporté à l'éditeur. Alors, et puis merci à Christophe d'avoir proposé cette nouvelle collaboration, puisqu'en fait, on adore avec Christophe sillonner la France et présenter notre ouvrage. C'est un moyen de se retrouver, puis un moyen d'avancer encore sur un autre projet. Alors, peut-être commencer par une question toute simple. Hein. Pourquoi ce livre sur Raymond Borde ? Voilà, pourquoi ce livre sur ce personnage ? Alors, la première réponse, c'est parce que tout simplement, il n'existait pas de livre sur Borde, alors que cet homme, vous allez le voir, Christophe va vous en parler dans un instant, c'est un homme qui n'est pas sans intérêt. Il n'est pas forcément aimable, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement passionnant, c'est un intérêt intellectuel très fort. L'objectif n'était pas d'écrire une biographie, c'était plutôt de reconstituer l'itinéraire, à la fois intellectuel et professionnel, d'un homme qui a participé au grand combat culturel et politique du XXe siècle. Et tout l'objectif, c'était de connecter justement cette trajectoire à ces grandes aventures auxquelles il a participé, avec deux objectifs: mesurer la spécificité de ce parcours, d'une part, et d'autre part, analyser la place originale que Borde a occupée dans l'histoire du patrimoine cinématographique, dans une histoire d'abord française, mais aussi internationale. Puisqu'il faut le rappeler, Borde a fondé la Cinémathèque de Toulouse et finalement, il n'existe pas tant de fondateurs de cinémathèques au total. Peut-être une petite trentaine, j'en sais rien. Je pense que le chiffre est compliqué à déterminer. Il a donc été un acteur majeur de ce que l'on appelle maintenant la patrimonialisation du cinéma, aux côtés ou contre d'autres figures qui sont plus connues que lui, des figures comme celle d'Henri Langlois, bien sûr, dont il sera question tout à l'heure, mais bien sûr d'autres grandes personnalités étrangères, et notamment Lindgren, Barye ou Ledoux. Ça, c'est la première explication pourquoi ce livre. L'autre raison, elle est plus personnelle, elle tient à notre histoire. Vous l'avez rappelé, Michel, tout à l'heure. Nous avons été tous les deux les animateurs de la Cinémathèque de Toulouse dans les années 2000 et 2010. Et c'est vrai que c'est dans l'action, je dirais sur le terrain, que nous avons approfondi notre connaissance des engagements de Borde. Parce qu'on ne prend pas en charge une institution culturelle de cette envergure sans connaître son histoire, sans connaître celle de ses collections, des choix qui ont été faits, des étapes de son développement. Et en travaillant au quotidien à la Cinémathèque de Toulouse pendant, en ce qui me concerne, 10 ans et Christophe, 7 ans, on s'est bien rendu compte qu'en fait, la Cinémathèque avait été très fortement marquée par les engagements du fondateur. Donc c'est une recherche qui a mûri pendant notre passage à la Cinémathèque, mais qui n'a pu prendre forme, pour des raisons évidentes, qu'après notre départ. Alors pourquoi seulement maintenant ? Je vais être très rapide là-dessus. Les raisons sont multiples. D'abord, il y a clairement une absence d'intérêt pour les initiatives culturelles en province. On le sait en France, hein, c'est une évidence. Borde a perdu beaucoup des combats critiques qu'il a menés.
il a été très clairement, alors je ne vais pas employer le mot invisibilisé parce que c'est un mot qui est trop à la mode pour à nouveau l'utiliser, mais en tous les cas, il a pâti sans doute de l'importance qui a été donnée à Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française, et avec lequel Borde a été en conflit. Et puis donc ça c'est des raisons objectives et évidentes. Il y a une autre raison objective et que l'on a découverte nous en travaillant sur le sujet, c'est une absence d'archives, parce que c'était évidemment, il a fallu, pour déclencher le projet, il a fallu avoir suffisamment d'archives et de sources pour commencer à explorer le sujet. Donc je n'entre pas dans les détails de ces sources, mais il a fallu véritablement les inventer. On a bien sûr eu des sources imprimées, c'est l'abondante bibliographie de Borde, qui est, faut-il le rappeler, l'auteur de plus de 250 articles et d'une douzaine d'ouvrages en tout genre, et qui mériterait, c'est clair, une réédition sous une forme ou sous une autre. Et puis il y a toutes les sources manuscrites qui n'existaient pas quand nous sommes arrivés à la Cinémathèque de Toulouse, et que petit à petit, nous avons, grâce à l'acharnement et au professionnalisme de Christophe, que nous avons réussi à constituer, grâce aussi bien sûr à la veuve de Raymond Borde, Colette Borde, qui nous a fait, je dois dire, une confiance absolue. Et puis, bon, on a trouvé d'autres archives, les archives de la Cinémathèque de Toulouse en tant que telles, bien sûr, un fonds qui avait été déposé, un fonds Borde qui avait été déposé à l'université Capitole, c'est-à-dire l'université de droit de Toulouse, les archives nationales, et puis des entretiens avec différents témoins. Je n'entre pas plus dans les détails. On a eu des lacunes, mais ça c'est absolument normal. On a fait avec, comme font toujours les historiens, avec les lacunes des archives. Voilà pour cette présentation très rapide des origines du projet. Donc qui était Raymond Borde? Donc avant d'envisager justement ce qui va faire le cœur de notre présentation ce soir, c'est-à-dire la question de l'histoire du patrimoine cinématographique. Il faut vous présenter évidemment ce personnage tout à fait à la fois étonnant et finalement assez conforme à un parcours intellectuel assez traditionnel dans le second XXe siècle. Donc, il était né en 1920, c'est quelqu'un qui a été, comme bien des intellectuels de sa génération, militant du Parti communiste français, après avoir, alors ici la photo est en petit, mais après avoir été au chantier de jeunesse comme tout jeune de 20 ans, en 1941-1942, c'était obligatoire, je le rappelle, voilà. Et puis, il est aussi, alors comme militant du PCF, l'auteur d'une thèse en économie politique soutenue à l'université de Toulouse en 1954, d'où le dépôt d'une partie de ses archives par sa veuve à l'université Toulouse-Capitole, une thèse dont le titre est La pensée économique de Joseph Staline, en même temps que, d'un autre côté, il travaillait avec Étienne Chometon, critique cinématographique à la Dépêche du Midi, à son premier livre, qui s'appelle, alors que je n'ai pas apporté évidemment ici, Panorama du film noir américain. Donc ça vous dit déjà un certain nombre de paradoxes ou de contradictions du personnage qui est capable en fait d'écrire en même temps, finalement, tant sur les derniers textes économiques de Staline que sur le film noir américain. Borde est par ailleurs, et plus tard, membre du groupe surréaliste dans les années 60, après avoir été chassé du Parti communiste en 1958, après avoir beaucoup contribué d'ailleurs à son éviction, il faut le dire, cinéphile et animateur de ciné-club, et donc bientôt fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, dont l'histoire se décline en plusieurs étapes. C'est principalement Natacha qui reviendra en 1958-1964, qui sont deux étapes importantes dans la relation avec Henri Langlois. Alors cette alliance, en réalité, cette succession chronologique d'engagements représente, récapitulons-les, le communisme, le surréalisme, la cinéphilie, représente ce que Natacha Laurent et moi avons appelé les trois utopies, finalement, du XXe siècle, que Borde traverse tour à tour, aussi bien qu'il est traversé par elle. Il fut d'ailleurs, et en parallèle de ses activités bénévoles, tout ce dont nous venons parler ici est bien bénévole. Pardon, oui, voilà. Il fut d'ailleurs doté d'un emploi à l'administration fiscale comme contrôleur des prix. Donc c'était par ailleurs en fait un fonctionnaire, Raymond Borde, jusqu'à sa retraite, au début des années 80.
C'était aussi un critique cinématographique important, Natacha l'a évoqué, actif essentiellement entre 1954 et la fin des années 60. Au temps moderne, entre 54 et 61, donc la revue de Jean-Paul Sartre, ainsi qu'à Positif, dont j'ai mis ici la couverture d'un numéro d'anthologie, le numéro 46, qui s'appelle Feu sur le cinéma français, et qui comprend d'ailleurs plusieurs textes de Raymond Borde, mais aussi un très grand texte de Robert Benayoun, qui s'appelle Le Roi est nu, qui est une charge contre la nouvelle vague, ainsi que d'autres titres plus mineurs, enfin plus mineurs connus, importants, mais plus mineurs dans ses contributions. Un Midi Minuit Fantastique, une revue consacrée au cinéma fantastique, ou Cinéma 55, qui est la grande revue de la Fédération des ciné-clubs. Alors de ces postes d'observation, à partir des années 58-59, Borde a pourfendu avec constance la politique des auteurs et la nouvelle vague, ce qui fait que c'est aussi en fait un vaincu de l'histoire de la critique. Donc ça, c'est évidemment intéressant, et c'était intéressant pour nous de voir comment s'était opérée la transition entre ce moment critique et le passage vers, je dirais en fait, un temps exclusivement consacré à la cinémathèque, aux collections et au patrimoine cinématographique. Borde campe par conséquent une figure singulière de l'histoire de la critique cinématographique comme du cinéma, un critique non dénué d'influence, à la plume acerbe et très acérée par ailleurs, opposé, donc je l'ai dit, à la nouvelle vague comme à la politique des auteurs, un communiste devenu renégat, un surréaliste rejetant avec virulence l'art abstrait et d'une manière générale l'art moderne, un surréaliste qu'on a qualifié d'anti-moderne, un opposant par ailleurs résolu aux guerres coloniales conduites par la France. Il est signataire du manifeste des 121, du manifeste donc, pour le droit à l'insurrection pendant la guerre d'Algérie, mais aussi un opposant au régime de la Ve République, mais par ailleurs soutien des pouvoirs publics en 68 pendant l'affaire Langlois, un intellectuel de province, désireux de s'imposer contre la prééminence parisienne, mais qui a trouvé sa place dans le réseau international des archives du film, en fin de compte plus connu à l'étranger qu'en France. C'est d'ailleurs un témoignage personnel. Quand nous sommes arrivés, nous, à la Cinémathèque de Toulouse, et qu'on a fréquenté nos premiers congrès de la Fédération internationale des archives du film, on était au milieu des années 2000, eh bien, en fait, quand on disait, on vient de la Cinémathèque de Toulouse, tout le monde nous disait, mais de Prague, de l'Amérique latine, ou de l'Asie, on nous disait, ah, Raymond Borde, en fait, il était très connu, alors qu'en France, personne ne le connaissait. C'était assez amusant, cette sorte de contraste, tout à fait intéressant. Donc l'homme, on le voit, n'en est pas à une contradiction près. Ces paradoxes sont d'ailleurs ceux des intellectuels de son temps. Ils méritent en soi qu'on s'y arrête d'un point de vue d'histoire culturelle et intellectuelle. Et puis, par ailleurs, Borde a laissé une œuvre, Natacha l'a évoqué, des livres, des articles, mais surtout une institution, la Cinémathèque de Toulouse, près de 50 000 films, 500 000 photos, la première collection d'affiches de cinéma de France, plus de 70 000 pièces aujourd'hui, donc un acteur majeur du patrimoine cinématographique en France. Alors, à regret, nous n'aborderons pas ce soir, mais il faut bien en fait garder un petit peu de l'inédit si vous souhaitez lire le livre. Ou alors de manière marginale, l'activité critique de Raymond Borde, son combat contre le cinéma d'auteur, la nouvelle vague, sur lequel en fait on pourrait, je pense, Natacha et moi, parler pendant une nuit entière. Voilà. Nous n'évoquerons pas non plus son compagnonnage avec le surréalisme, qui le conduisit auprès d'André Breton à Saint-Cyr-la-Popie. Alors on a ici en fait une photographie qui montre Borde en train de réaliser un film qui est resté inachevé sur les agates, vous savez, ces pierres que l'on ramassait dans la vallée du Lot et qui étaient des sortes d'ouvroirs poétiques pour André Breton. C'est un film dont il reste quelques images muettes conservées aujourd'hui à la Cinémathèque de Toulouse. Ici, une photo que j'ai trouvée en fait en ligne, qui est la seule photo où on voit finalement, en fait c'est les deux seules photos où on voit Borde avec une caméra, au moment où il tourne un film avec le peintre et photographe Pierre Molinier, qui était donc un surréaliste un peu marginal, installé à Bordeaux. Et là, c'est un film vraiment terminé qu'il a réalisé en 1964. Donc ça, on ne va pas vraiment en fait l'évoquer. L'enjeu majeur, donc lorsque l'on évoque cette personnalité, reste, à n'en pas douter, l'édification d'une cinémathèque en province, dans une ville
faut-il le rappeler, dénuée d'industrie cinématographique à Toulouse, et à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'école de cinéma. Il n'y avait pas d'école de cinéma dans les années 50 et 60 à Toulouse, il y en a une aujourd'hui. Une cinémathèque qui était issue d'un ciné-club, même de 2 ciné-clubs, comme une bonne partie des cinémathèques constituées en Europe occidentale, et qui, en s'inscrivant dans le paradigme patrimonial imaginé par Henri Langlois à la Cinémathèque française dès les années 30, se construisit à la fois avec et contre la Cinémathèque française, jusqu'au point, finalement, d'imaginer une sorte de nouveau modèle pour la structuration du patrimoine cinématographique en France. C'est aussi un autre apport de Raymond Borde que d'avoir, en quelque sorte, théorisé sa pratique à la lumière d'un certain nombre de publications. Il convient auparavant de revenir sur, non pas tout à fait les origines, mais sur la manière dont, justement, cette cinémathèque s'est construite. On va le voir avec et contre Henri Langlois. Effectivement, la relation avec la Cinémathèque française est absolument structurante pour la Cinémathèque de Toulouse, à la fois, vous allez le voir, pour sa naissance, mais aussi pour son positionnement et pour les choix qu'elle fait. Alors, les origines. Les origines de cette relation contrariée, parce que quand on parle de Borde et de Langlois, on parle immédiatement du conflit, mais avant le conflit, il y a eu un compagnonnage amical et constructif qui est à l'origine de la Cinémathèque. Alors, voilà une citation que j'aime beaucoup, qui est un extrait d'une lettre que Borde écrit à Frédéric Buach, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le directeur de la Cinémathèque suisse. Voilà ce qu'il lui dit. Dans une interview publiée l'an dernier par la Cinémato mensuelle, c'est-à-dire la cinématographie, la revue La Cinématographie, Langlois s'est chargé de dire comment il voyait, lui, les choses. On lui demandait des renseignements sur la Cinémathèque de Toulouse. D'un coup de guillotine, il a répondu « Il n'y a pas de cinémathèque à Toulouse. Nous y avons simplement un dépôt. Un dépôt et un garçon de course, c'est-à-dire moi. Je ne parle pas des avanies, des suspicions, du ton cassant et rogue de Langlois, des coups de téléphone de la mère Merson, des questions rancies sur le complot, sur Claire et sur Redonnet. Tout cela a un nom. Je suis colonisé. » C'est lui qui souligne « Je suis colonisé » dans cette lettre donc, à son grand ami Buach. Et ce terme de coloniser, il est effectivement très important pour comprendre la relation, la façon dont Borde a vécu cette relation avec Langlois, qui est, pour lui, il est dans la position d'un dominé, c'est clair. Alors, la violence de ces phrases, parce que Christophe a dit tout à l'heure que Borde avait une plume effectivement très, très vigoureuse et très originale, on le voit ici. La violence de ces phrases témoigne à la fois d'un puissant sentiment d'humiliation et de frustration, d'une rancœur grandissante, on est en 1965, et d'un besoin croissant de libération qui a toujours été chez Borde un moteur très important dans toutes ses actions. Comment expliquer que cette relation qui a commencé dans la collaboration ait pu se terminer dans un conflit d'une telle intensité ? Parce que l'histoire entre Toulouse et Paris commence officiellement en 1956 avec la création de ce qui s'est appelé la section toulousaine de la Cinémathèque française. Alors, qu'est-ce que c'est que cette section toulousaine de la Cinémathèque française ? C'est une simple entente entre Raymond Borde et Henri Langlois. Rien de plus. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que impossible d'en savoir, en tous les cas avec les archives qu'on a, les sources qu'on a, impossible d'en savoir plus sur la date précise et les conditions de la première prise de contact entre les deux hommes. On se disait même avec Christophe tout à l'heure qu'on n'a jamais trouvé une photo sur laquelle on a Borde et Langlois ensemble, et il est peu probable qu'une telle photo existe. Cette section qui devient, parce qu'en plus cette section change d'appellation, elle devient le bureau de Toulouse des Amis de la Cinémathèque française, histoire de compliquer un petit peu les choses. Cette section débute ses activités à la fin de l'année 1956, mais dans un certain flou et surtout sans aucune existence juridique. Aucun cadre juridique, ce qui va alimenter les malentendus qui ont conduit directement au conflit. Pour compliquer un petit peu les choses, jusqu'à l'automne 58, cette section officie sous un ciné-club, sous l'égide d'un ciné-club important qui s'appelle le ciné-club de
Toulouse. Christophe reviendra très rapidement sur ces ciné-clubs qui sont fondamentaux pour comprendre l'émergence de la Cinémathèque de Toulouse. Donc, jusqu'à l'automne 58, cette section est placée sous l'égide du Ciné-Club de Toulouse et sous la co-responsabilité de Langlois et de Borde. Borde lui-même a été promu correspondant, hein, c'est le terme employé par Langlois, et même délégué de la Cinémathèque française de Toulouse. Très vite, cette section rencontre un vrai succès à Toulouse, puisque dès le début 57, donc en quelques mois, on compte plus de 100 adhérents, ce qui est beaucoup pour cette ville de province. 100 adhérents, mais alors, adhérents de quoi? C'est bien le problème. Impossible de savoir s'ils sont membres du Ciné-Club de Toulouse, s'ils sont membres de la Cinémathèque française, ou s'ils sont membres de la section toulousaine de la Cinémathèque française, ou peut-être membres des trois. Alors le premier objectif de cette section locale, puisqu'on continue à l'appeler comme ça, est d'organiser des séances de projection. C'est le premier objectif déclaré et évident. Mais très tôt, Borde insiste sur ce qui est sa priorité à lui, constituer et stocker une collection naissante de films. Très vite, il propose à Langlois des outils concrets, parce que Borde est un homme, c'est un terrien. Voilà. Donc il a la question de la matérialité de son action est toujours présente. Donc très tôt, il propose à Langlois des outils concrets. Le premier, c'est un local pour entreposer les films. Et il lui propose d'utiliser le local que la mairie de Toulouse vient de mettre à disposition du Ciné-Club de Toulouse et qui est tout près de la bibliothèque municipale d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, il est financier. C'est affecter à l'achat de films le reliquat qui sera tiré de l'organisation des séances de projection pour permettre justement d'avoir d'avoir un fonds qui permette justement d'acquérir des films. Les projections rencontrent un vrai succès à Toulouse. Le programme est vraiment fait en commun. Hein, la correspondance est très riche, la correspondance entre Borde et Langlois, qui est conservée désormais à la Cinémathèque de Toulouse et grâce au dépôt de Colette Borde. C'est vraiment des courriers très riches sur la constitution, de la conception et la constitution de cette programmation. Parallèlement à ces projections, Borde écume littéralement la région. Il propose des listes de films à acheter. Il récupère des films partout où il peut récupérer des films. Il envoie très vite à Langlois des récapitulatifs avec des listes précises des enrichissements du bureau de Toulouse. Langlois répond, mais pas toujours, je dirais même de moins en moins, et il laisse se constituer finalement cette collection, sans jamais vraiment s'y intéresser, en méprisant souvent les titres qui sont effectivement des titres qui n'appartiennent pas au premier rayon, on va dire, des grands classiques de l'histoire du cinéma, et surtout, il ne demande jamais à Borde que ces bobines soient envoyées à Paris. Donc, les premières années, entre fin 56 et 59, se font dans cette atmosphère-là. Donc, d'une coopération, mais vous voyez, d'une coopération constructive, mais qui se met en place en dehors de cadres clairs. Les premières tensions apparaissent en 59. Elles ont deux origines. D'une part, des problèmes financiers, et d'autre part, la circulation des films entre Toulouse et Paris. Alors, du côté financier, les recettes qui sont générées par les séances qui se déroulent désormais rue Roclène, cette fameuse salle mythique de la Cinémathèque de Toulouse, ces recettes doivent servir à constituer un stock de films à Toulouse, donc selon le contrat verbal que les deux hommes ont passé. Mais cela reste insuffisant. Et Borde se voit dans l'obligation, mais parce qu'il en a envie aussi, on est bien d'accord, hein, il se voit dans l'obligation d'engager ses propres deniers et même d'emprunter de l'argent pour acheter tous ces films qui se présentent à lui, qu'il va acheter chez des forains, etc. Et la Cinémathèque française met plus d'1 an à rembourser cette dette, donc ça n'arrange pas les relations entre les deux hommes. Et surtout, Langlois reste très insensible en fait, au travail bénévole
engagé par Borde et la petite équipe qu'il a commencé à constituer autour de lui. Il est insensible à ce travail qui est pourtant très important, qui est un travail qui consiste à chercher, trouver, négocier, transporter, identifier, stocker les films. Toutes ces dimensions matérielles qui passionnent Borde, qui n'intéressent pas du tout Langlois. Cette indifférence à son égard, Borde la vit mal, il la prend très vite comme une blessure et cette indifférence devient une source d'incompréhension entre les deux hommes. Ce qui vraiment déclenche le conflit, c'est la question de la circulation des films entre Toulouse et Paris, pour plusieurs raisons. D'abord, la Cinémathèque française envoie très tard les copies, parfois trop tard les copies pour les projections, se trompe de temps en temps. Mais c'est surtout, en fait, le point d'achoppement le plus douloureux, c'est le destin des copies du stock toulousain qui sont envoyées à Paris pour projection et qui ne sont pas retournées à Toulouse. C'est ce point-là qui sape la confiance entre les deux hommes. Borde tient des comptes absolument méticuleux. Plus de 200 copies entre 1960 et 1964. À cette situation qu'il vit comme une relation de domination, quand on disait tout à l'heure qu'il était colonisé, qu'il était exploité, s'ajoute pour Borde une autre frustration, celle de ne jamais pouvoir échanger avec Langlois sur ce qui lui tient le plus à cœur, la gestion intellectuelle et matérielle d'une collection de cinéma. Qu'est-ce qu'on conserve? Pourquoi on conserve? Comment documenter les films? Toutes ces questions-là, Borde les a posées à Langlois. Langlois ne répond pas et ne s'y intéresse pas. En tous les cas, pas avec Borde. La collection s'enrichit, la collection donc de cette section toulousaine. La collection s'enrichit et parallèlement, les accrochages entre les deux hommes se multiplient. Borde franchit le pas en créant le 12 février 1964 la Cinémathèque de Toulouse, en la dotant d'une structure juridique, qui est une structure donc de loi association 1901. Dans un premier temps, et curieusement, les deux hommes continuent de collaborer, malgré ce que Borde a appelé plus tard cette seconde guerre d'indépendance. La première, il l'avait menée contre le Ciné-Club de Toulouse. L'emploi, d'ailleurs, vous voyez, de ce type de vocabulaire montre bien la façon dont il vit cette relation avec Paris. Donc, dans un premier temps, les deux hommes continuent de collaborer. Ils montent la programmation de la saison 64-65 ensemble. Mais ce qui provoque véritablement la rupture entre les deux hommes, c'est l'adhésion de la Cinémathèque de Toulouse à la FIAF, la Fédération internationale des archives du film, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est une opération qui a été préparée avec Jacques Ledoux, qui est le conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique, qui a été préparée à partir de l'été 1964, dans un contexte extrêmement compliqué à l'intérieur de la fédération, puisque cette fédération est traversée par un conflit qui a conduit à l'expulsion de la Cinémathèque française en 1962. Donc c'est à l'automne 1965, au moment où il est évident pour Langlois que désormais la Cinémathèque de Toulouse non seulement existe, mais que finalement elle est la seule archive française à être membre de la Cinémathèque de Toulouse, de la fédération. C'est à ce moment-là que la relation entre Cinémathèque de Toulouse et Cinémathèque française vole en éclats, et cette blessure se retrouve, se réouvre, on va dire, avec l'affaire Langlois. Alors oui, quelques années après cette rupture qui a d'abord lieu à bas bruit et puis qui est de plus en plus fracassante, comme l'a évoqué Natacha à l'instant, éclate en France un événement central dans l'histoire du patrimoine cinématographique. C'est en février 68 l'éviction d'Henri Langlois du secrétariat général de la Cinémathèque française par son autorité alors de tutelle, bien qu'il s'agisse d'une association loi 1901, mais il se trouve que le ministère des Affaires culturelles finance beaucoup la Cinémathèque française dans les années 60, le ministère des Affaires culturelles dirigé, comme on le sait, à cette époque-là par André Malraux. Les motifs de cette éviction reposent davantage sur la gestion chaotique de l'institution par son fondateur que sur une volonté de reprise en main politique, mais c'est ce dernier volet qui est évidemment interprété par les soutiens d'Henri Langlois. Cette affaire est d'ailleurs encore connue aujourd'hui dans la mesure où elle a suscité la mobilisation de l'essentiel de la profession cinématographique
pour Langlois et contre Malraux et son ministère, mais aussi contre De Gaulle, dans le climat explosif de l'immédiat avant 68. Donc on est dans un climat très particulier. Emmené par François Truffaut, qu'on ne voit pas sur cette photographie, c'est Claude Chabrol qui tient ce panneau, donc Nous voulons Langlois. L'association de soutien à Henri Langlois n'eut de cesse de réclamer la réintégration de ce dernier, ce qui fut chose faite en avril 68. Alors, je signale juste sur la photo, on voit aussi à l'arrière, ici, Jean Rouch, qu'on reconnaît très bien, et puis les lunettes fumées et le sourire énigmatique de Jean-Luc Godard. Voilà, avec Nous aimons Langlois, ici, voilà. Alors, sur cette affaire a souvent été lue, pas à tort d'ailleurs, comme une forme de répétition de mai 68 des États généraux du cinéma, y compris par les meilleurs historiens, mais on a souvent finalement masqué sa dimension originelle qui reste importante en fait, qui est tout simplement la gestion du patrimoine cinématographique en France. Alors, il revient à Borde, justement, d'avoir mis l'accent sur cette dernière dimension. Il tarde à entrer dans le débat. Il soutient, par une lettre, la nouvelle administration de la Cinémathèque française. Et il fait paraître une tribune dans Le Monde, le 5 mars 1968, qui devient une véritable affaire dans l'affaire, dès lors qu'il se résout à envoyer ce texte. Il s'y exprime, Borde, pour la première fois publiquement, en expert de la conservation des films, fort du savoir-faire acquis à la FIAF auprès de Jacques Ledoux, le directeur de la Cinémathèque royale de Belgique en particulier. Mais le problème de ce texte, c'est qu'à la rigueur scientifique et à l'expertise technique s'ajoute quand même une forme de réquisitoire impitoyable contre Henri Langlois. Je cite ce texte de Raymond Borde, un extrait seulement. Il est temps de dire aujourd'hui que si Langlois s'était coupé de ses collègues, car Langlois en effet avait quitté la FIAF depuis le début des années 60, donc il n'était plus dans la communauté internationale des archives cinématographiques, s'il était tragiquement seul et si son successeur est accueilli favorablement, sous-entendu par la communauté des archives du film, c'est que pour nous, l'intérêt des films passe avant celui des personnes. La pellicule exige une surveillance pointilleuse. La moindre tache de moisissure signifie qu'une copie laissée à elle-même est condamnée à la destruction. Les tirages nitrates datant du muet sont arrivés au point critique où la pourriture et la combustion peuvent se produire spontanément, même si l'on croit que le film est sain. Aucun de mes collègues n'a jamais pris sa collection pour un prolongement de soi. S'il faut de la passion pour être archiviste et une manie de la recherche qui frise la folie, je m'adresse ici à l'école des Chartes, cette passion se tait devant son objet, un film neuf, merveilleusement restitué, entendez ici restauré, arraché aux griffes du temps, livré aux historiens et aux cinéphiles. Donc on voit que c'est vraiment aussi du point de vue de l'archiviste, en réalité, que Borde s'exprime contre Langlois. Il n'en reste pas moins que dans le contexte politique de février-mars 68, cette publication fait immédiatement l'objet d'une réprobation générale dans les cercles qui défendent Langlois, contre un pouvoir que l'on accuse d'être autoritaire, voire de verser dans le fascisme, ce que l'on appelle à l'époque, notamment dans les colonnes du journal Combat, la Kultur avec un K UNR. Donc il faut imaginer en fait la violence des propos. On accuse Malraux d'être Goebbels, en réalité, enfin c'est complètement hallucinant en fait quand on y réfléchit, et Borde d'être une sorte de relais de cette fameuse Kultur UNR. Alors Borde est conspué dans la presse, il est menacé d'exclusion par ses camarades de la rédaction de Positif, il est chassé du groupe surréaliste, et il n'est pas jusqu'à son ami très cher Freddy Buach, qu'il accuse de vil calcul politique. Borde, dit Buach, écrit Buach à Borde, tenterait de la sorte de s'attirer les bonnes grâces du ministère des Affaires culturelles afin de décrocher une première subvention qu'il essaye d'obtenir en réalité depuis 1966. Et alors, il faut reconnaître que de ce point de vue, Buach n'a pas tout à fait tort, car en 1969, la Cinémathèque de Toulouse obtient sa première subvention publique. Voilà, c'était un calcul politique en réalité, qui aussi concernait évidemment le devenir de la Cinémathèque de Toulouse. Telle est la leçon des soubresauts de l'affaire Langlois, du vivant de ce dernier, Henri Langlois,
La Cinémathèque française, si elle ouvre son musée du cinéma en 1972, ne recouvrera jamais son lustre et son statut d'antan, en particulier auprès des pouvoirs publics. La puissance publique, assez refroidie, il faut le dire, par ce conflit, crée un an plus tard, en 1969, le service des archives du film du Centre national du cinéma, outil public qui n'existait pas jusqu'alors en France, ce qui est une particularité française, et qui facilitera, il faut le dire, la mise en œuvre du dépôt légal du cinéma à partir de 1977. En d'autres termes, c'est à la suite de l'affaire Langlois qu'émerge un véritable service public du patrimoine cinématographique, appelé de ses voeux au demeurant par Raymond Borde, y compris dans les courriers qu'il adresse au ministère de la Culture à cette époque-là, et dont il n'aura de cesse de réclamer le renforcement lors de divers projets d'institution d'une cinémathèque nationale, à propos desquels il se répand dans la presse dans les années 70, dont les divers établissements seraient répartis sur le territoire du pays. Dans l'esprit de Raymond Borde, en effet, lorsqu'il s'adresse au ministre des Affaires culturelles dans les années 70, la Cinémathèque nationale devrait être finalement une sorte de lieu complètement décentralisé, avec une archive majeure qui est donc les archives du film à Bois d'Arcy, qui dépendent du CNC, un lieu de programmation qui est la Cinémathèque française, pour montrer les films, et un lieu de recherche pour les historiens, pour les historiennes, du cinéma, mais pas seulement, qui serait la Cinémathèque de Toulouse. Donc pour lui, il y aurait comme ça une sorte de multipolarité du patrimoine cinématographique et qui correspond à son projet de Cinémathèque nationale, qui évidemment ne sera jamais créé comme tel. Dans ce contexte, donc, la Cinémathèque de Toulouse reste pour quelques années encore la seule représentante de la France à la FIAF et acquiert, donc, dans la bataille, quelques modestes subsides, un statut national, première marche vers une lente professionnalisation de l'institution. Pour le dire en d'autres termes, cette affaire Langlois a fait émerger dans l'Hexagone un patrimoine patrimonial entièrement refondé, dans lequel la Cinémathèque de Toulouse trouve enfin sa place, à l'intérieur des frontières nationales, elle qui, grâce à Borde, avait réussi depuis le milieu des années 60 à exister avant la situation nationale, à exister à l'international. Parce qu'effectivement, c'est une des spécificités de cette cinémathèque installée loin de Paris, en province, issue donc d'initiatives locales toulousaines, d'avoir très tôt, en fait, noué des relations au niveau international. Et vous allez voir que c'est fondamental dans le développement de cette institution. Borde a beaucoup écrit sur la FIAF, dont il a été une des grandes figures. Il a écrit dans son ouvrage majeur qui s'appelle « Les cinémathèques » en 1983, il a cette phrase « Quant à moi, je penche pour l'utopie mondialiste. Une utopie, c'est ce qui vient trop tôt, et je suis persuadé qu'en l'an 2000, il y aura une cinémathèque universelle. » Ça, on peut méditer sur cette cinémathèque universelle et sur ce que la dissémination des écrans peut créer comme illusion aujourd'hui d'une cinémathèque universelle. C'est une autre question. Mais cette expression qu'il emploie d'utopie mondialiste, elle est très révélatrice, en fait, du parcours de Borde. Cet homme qui a été animé par différentes utopies et qui a finalement trouvé dans la FIAF, d'une certaine façon, l'aboutissement de cette recherche. Pour lui, la nécessaire collaboration internationale, la vocation universelle des archives du film sont des évidences. Parce que le cinéma est par essence, pour lui, un défi aux frontières. Alors même qu'il ne parle aucune langue étrangère, et c'est l'un des nombreux autres paradoxes de Raymond Borde, il s'attache dès les années 50, et sans passer par Paris, c'est ça qui est assez extraordinaire, sans passer par Paris, de Toulouse, qui est quand même une ville encore très calme, il s'attache à nouer des relations en dehors de l'Hexagone. Au départ, de façon, vous allez le voir, assez artisanale, et puis de façon beaucoup plus professionnelle, grâce donc à la FIAF. Alors, dans cette architecture qu'il construit, il y a 3 points d'ancrage absolument essentiels, autour desquels il va ensuite construire un véritable réseau. 3 points d'ancrage essentiels, Lausanne, Bruxelles, Moscou. La première rencontre, c'est donc Lausanne. La première rencontre, c'est celle qui a lieu avec Freddy Buach.
en 1953, que vous voyez ici au centre. Vous avez reconnu Henri Langlois à gauche et Buach. Donc on est à peu près dans ces années-là, hein, parce qu'on voit toujours des vieux messieurs, mais c'est pour ça qu'il est important de retrouver des photos de ces moments-là, puisque voilà, ils ont été jeunes, bien évidemment. La première rencontre entre Buach et Borde a lieu en 1953. Il n'est pas question de cinémathèque à Toulouse. Borde est critique de cinéma. Borde est membre du Ciné-Club. Par contre, Freddy Buach, lui, est déjà le jeune directeur de la Cinémathèque suisse. Une complicité se noue tout de suite entre les deux hommes et elle repose sur une sorte de front commun, celle que on aime bien avec Christophe cette citation parce qu'elle est très emblématique de ce que des convictions de Borde. Il définit en fait ce qui les a unis de cette façon-là, une sorte de front commun qui était marqué par le rejet de la métaphysique, une forte coloration marxiste, l'approche du cinéma comme reflet de la société, le plaisir charnel de l'image, la proximité du surréalisme et un goût évident pour les films populaires. C'est ainsi que Borde définit ce qui l'a uni en 1990, ce qui l'a uni à Buach. Et au-delà de Buach, à deux autres personnages dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui ont été essentiels, Marcel Homs et le Lyonnais Bernard Charder. Voilà, c'est ainsi donc, que cette relation est définie par Borde lui-même. Mais la relation avec Buach est particulière, très particulière. Elle se distingue des autres par une sorte de fraternité heureuse et de confiance absolue, que rien n'a réussi à remettre en cause. Pas même les turbulences dont Christophe vient de parler, les turbulences liées à l'affaire Langlois. Alors même que les deux hommes n'appartenaient pas au même camp à l'intérieur de la FIAF. Alors, comment se traduit cette relation que l'on a qualifiée de fraternelle ? Toujours, on est dans le concret. Donc, des prêts de copies pour des projections systématiques, des échanges d'informations autant scientifiques que matériels, des services réciproques, des avis sur des films, des confrontations d'expériences, des collaborations en matière de programmation, à commencer par un lieu qui a été très important pour toute cette cinéphilie non parisienne, c'est-à-dire ce qu'on appelait les CICI, c'est-à-dire les congrès indépendants du cinéma international qui ont été reconstitués d'une certaine façon, je n'entre pas dans les détails, dans les années 60 à Lyon. Donc, des collaborations en matière de programmation et de conservation, et puis, à partir de 64, donc à partir du moment où la Cinémathèque de Toulouse est créée, par une politique systématique d'échange entre Lausanne et Toulouse. Aucune de leurs activités n'a échappé à leur amitié. C'est-à-dire que véritablement, ils ont décliné leur pratique de cinémathécaire en même temps qu'ils étaient amis. Nous travaillons depuis longtemps ensemble sur une base amicale de réciprocité et de totale confiance, écrit Borde dès 1965. Ce qui leur permet d'aborder absolument tous les sujets, des plus triviaux au plus stratégiques. Il peut être question dans le même courrier de problèmes d'acquisition de boîtes adéquates pour stocker les films, comme d'opportunités stratégiques sur faut-il intégrer la FIAF ou pas. Leur amitié a survécu à tout, y compris aux conséquences donc, de l'adhésion de la Cinémathèque de Toulouse à la FIAF et aux conséquences de l'affaire Langlois. Même s'il est un proche de Langlois, Buach, Christophe vient de le rappeler, sans cacher à Borde de ce qu'il pense de ses prises de position, continue de travailler avec lui. Et il continue de partager avec lui une autre passion, celle de l'écriture. L'écriture sur le cinéma. Ils sont tous les deux critiques, et puis ensuite responsables de Cinémathèque, et ils ont effectivement une activité éditoriale, scientifique, très importante. Dès la fin des années 50, un recueil de documents sur le cinéma allemand, puis un livre sur la Nouvelle Vague en 1962, un autre sur le cinéma réaliste allemand en 1965, plusieurs articles en commun pour Positif et les cahiers de la Cinémathèque, et enfin, c'est ce dernier ouvrage qu'on qualifie souvent de crépusculaire, qui s'appelle « La crise des cinémathèques, et du monde » en 1997. Donc ça, c'est la première connexion, chronologiquement, et puis celle qui a véritablement, on va dire, été la première marche
en fait, la première marche de Borde vers l'international. Par contre, c'est bien la FIAF qui lui offre une ouverture vers un large horizon international. Et la porte de la FIAF s'ouvre grâce à Jacques Ledoux, conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique. Jacques Ledoux et Raymond Borde se rencontrent en 1958. Là aussi, leur relation débute par des échanges de films que l'un et l'autre conservent en double, par des échanges d'informations sur des listes, sur des copies, sur l'état de copie, le format, l'état, le métrage, l'origine, les cartons, les intertitres, par des envois réguliers de bobines aussi pour des projections privées, et plus tard par des tirages de copies neuves de la part de Bruxelles pour Toulouse. La méthode de travail qui se met en place de façon très pragmatique avec Bruxelles, avec Jacques Ledoux, repose sur un respect mutuel et une relation équilibrée, ce que Borde a cherché avec Langlois et n'a pas trouvé. Il l'a trouvé en fait auprès de Ledoux. Borde se met véritablement à l'école de Jacques Ledoux et il ne cessera d'ailleurs de dire ensuite tout ce qu'il lui doit. À un moment, il écrit « Je lui dois une formation au métier d'archiviste, chaleureuse, irritante, pleine de colère rentrée et de plaisir suave. » Dans ce contexte, l'adhésion de la Cinémathèque de Toulouse à la FIAF constitue une étape essentielle à laquelle Ledoux a beaucoup œuvré. Le soutien sans faille qu'il apporte à Borde s'explique bien sûr par la qualité de leur relation, mais également par le nouveau rapport de force à l'intérieur de la FIAF, puisque décidément tout est politique. Dans la crise causée par les tensions avec la Cinémathèque française, Ledoux est apparu comme l'un des premiers et des principaux opposants à Langlois. Ledoux est devenu secrétaire général de la FIAF en 1961 et il constitue alors, avec celui qui est le président de la FIAF, c'est-à-dire le Polonais Jerzy Toeplitz, il constitue le tandem qui a tourné la page Langlois, qui est une page importante à l'intérieur de la FIAF. Vous le voyez, l'adhésion de la toute jeune et toute modeste Cinémathèque de Toulouse est l'occasion pour Ledoux, en 1965, de renforcer son équipe à l'intérieur de la FIAF. Et c'est pour cela qu'il fait entrer très vite Borde au sein du comité directeur. De son côté, Borde, en rejoignant la FIAF, a deux objectifs. D'abord, obtenir de la part de Bruxelles le prêt de films pour les séances de la rue Roclène, et ça ne peut se faire que si la Cinémathèque de Toulouse devient membre de la FIAF, et donc respecte les codes de la FIAF et les réglementations de la FIAF. Et le deuxième objectif, vous l'avez deviné, c'est ce qu'il y a de plus important pour Borde, c'est enrichir les collections grâce à une politique d'entraide et d'échange systématique. Très rapidement, Ledoux introduit son ami auprès des cinémathèques les plus importantes et il favorise les contacts de Borde avec les grands responsables, Lindgren à Londres, Roer à New York, Ribeiro à Lisbonne, Frida à Prague, Pogacic à Belgrade, Fioravanti à Rome. Dans les limites que lui impose son emploi de fonctionnaire, Christophe a rappelé tout à l'heure qu'il était fonctionnaire, Borde se met à voyager très régulièrement à l'étranger et il mesure la richesse que constitue ce réseau international qui ne passe pas par Paris. En 1969, à son retour de New York, émerveillé par ce qu'il vient de voir, il écrit « Décidément, la FIAF est une grande chose ». C'est ce qu'il écrit à Ledoux. Donc, deuxième point d'ancrage, Bruxelles. Troisième point d'ancrage, décisif et très original, Moscou. Moscou, le Gosfilmofond, donc archive nationale, une archive qui occupe une place tout à fait à part dans le réseau bordien international. Le Gosfilmofond a été créé en 1948 dans les environs de Moscou. Il est entré à la FIAF en 1957 à la faveur du dégel, et ça tombe bien pour Borde, cette institution soviétique conserve l'une des collections les plus riches au monde. La rencontre entre Borde et le directeur du Gosfilmofond, Victor Privato, a lieu très vite, dès 1966, au congrès de la FIAF qui se tient à Sofia.
dès 1966, c'est le début d'une collaboration intense entre cette jeune et fragile cinémathèque de Toulouse et cette puissante archive soviétique. Dans l'immédiat, cela permet à Bord d'accueillir une rétrospective très importante de 25 films soviétiques muets à Toulouse, dont la plupart sont inconnus à l'époque en France. Les modalités et l'envergure de ce premier événement, construit par les deux archives, inaugurent en fait une méthode de travail fondée sur une grande confiance mutuelle, sur un amour partagé du cinéma et sur une forme de rigueur pragmatique que partagent Privato et Bord. On insiste beaucoup du côté français sur l'apport que le Gosfilmfonds a constitué dans l'histoire des collections de la Cinémathèque de Toulouse. On oublie de mentionner que les Soviétiques y ont trouvé aussi leur intérêt. Aux yeux des Soviétiques, Bord devient un partenaire fiable et précieux, dont le réseau national et dont offre donc une visibilité accrue aux films soviétiques et à tout ce qui est envoyé à Toulouse. C'est très important pour Privato, parce que Privato, lui, doit, de son côté, à Moscou, rendre des comptes au comité du cinéma dont il dépend. La participation du Gosfilmfonds à la FIAF doit servir l'image de l'Union soviétique en Occident, et en l'occurrence en France, grâce à Bord, puisque Bord représente la seule institution hexagonale à l'intérieur de la fédération. Et de ce point de vue-là, Bord est impeccable et fait tout ce qu'il peut, systématiquement, pour valoriser les envois des Soviétiques en France. Très rapidement, les deux hommes s'envoient des listes de films, de revues, de livres disponibles pour des échanges, avec des circuits et des réseaux qui, c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, qui ne dépendent pas d'une diplomatie officielle, mais qui s'inscrivent véritablement dans une dimension que l'on peut qualifier de transnationale. Une politique systématique se met alors en place avec une facilité qui peut nous étonner dans un contexte de guerre froide. D'un côté, une archive d'État située au-delà du rideau de fer et dont les collections et les moyens sont très importants, et de l'autre, une petite cinémathèque associative installée dans un pays capitaliste, à la périphérie du territoire national, qui fonctionne avec quelques bénévoles et dont les collections sont embryonnaires. Le Gosfilmfonds envoie des dizaines et des dizaines de films russes et soviétiques, et ensuite des films français et américains aussi. Et ça constitue, jusqu'à aujourd'hui, cette collection de films russes et soviétiques constitue bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, l'une des spécificités des collections de la Cinémathèque de Toulouse. Alors, Bord, je vous l'ai dit, répond à toutes les demandes, aussi bien qu'il le peut, de ses collègues, de ses homologues soviétiques. Il fait bien évidemment circuler le plus possible et le mieux possible tout ce que Moscou lui envoie, et ce que Moscou envoie est extrêmement précieux et rare à l'époque en Occident, donc c'est pas finalement si difficile que ça de faire circuler tous ces documents. Mais Bord a à cœur systématiquement d'adresser en remerciement à Privato puis à son successeur Dmitriev des documents, des livres, des revues qui sont introuvables à l'époque à Moscou et qui sont pour les soviétiques extraordinairement précieux également. Il joint également à ces envois des films interdits en Union soviétique, ce qui est évidemment très intéressant, comme L'aveu, par exemple, de Costa-Gavras, L'assassinat de Trotsky, de Losey, ou le film Emmanuel, par exemple, qui partent sous des étiquettes évidemment erronées, bien entendu. Donc, voilà ce qu'on peut appeler la famille rapprochée de la FIAF. Étant entendu, donc on avait dessiné avec Christophe, on s'était amusé à dessiner cette famille rapprochée de Bord, étant entendu que dans cette famille rapprochée, Langlois est le père qu'il faut abattre et qu'il a effectivement abattu. Buach, le frère, celui avec lequel on partage toutes les aventures, avec lequel on se dispute, mais avec lequel on se réconcilie toujours. Ledoux, le parrain admiré, sévère mais juste. Et Privato et Dmitriev, les cousins par alliance, généreux et fidèles. Donc là, vous avez donc effectivement Ledoux à droite. Et puis, voilà.
voilà, Borde avec Buñuel et Buache au milieu, vous avez reconnu, et de l'autre côté, un autre trio. Christophe aime beaucoup cette photo. Oui, parce que c'est pour indiquer simplement qu'on se marrait beaucoup plus à la Cinémathèque de Toulouse qu'à la Cinémathèque française, si vous voulez. On rigolait beaucoup plus avec Buñuel et Buache et Borde que Langlois avec Renoir et Rossellini. Hein, voilà. Donc, voilà, donc ça c'est la famille rapprochée. Après, il y a la famille élargie de la FIAF, puisque au-delà de ces relations privilégiées, l'entrée à la FIAF est synonyme pour Borde d'une prodigieuse ouverture sur le monde entier. Alors certes, la fédération est avant tout, au début, en tous les cas dans les années 60, une affaire essentiellement européenne, mais il est important de rappeler qu'elle intègre, comme je vous l'ai montré, ce qu'on appelle à l'époque encore l'autre Europe, ce qui n'est pas rien en période de guerre froide. À partir des années 70, le nombre des archives américaines du nord comme du sud du continent ne cesse d'augmenter, comme Borde va pouvoir le constater. Alors on a ici le congrès de la FIAF de Lausanne de 1979, vous avez Buache au premier rang et vous avez Borde à droite, et puis toute une... voilà, vous avez Peter von Bag, vous avez Pogasic aussi qui est derrière, vous avez toute une ribambelle de responsables, de responsables importants de la FIAF à ce moment-là. Toujours accompagné par Ledoux, hein, qui reste jusqu'à sa mort véritablement le mentor de Borde. Borde est élu dès 1966 au comité directeur de la FIAF. Il occupe différentes fonctions, il en reste membre jusqu'en 1991, donc il est vraiment au cœur de la machine politique de la FIAF. Pendant ces 25 ans, il participe activement aux travaux de la Fédération internationale des archives du film, au sein de laquelle, je le rappelle, il est le seul à représenter la France jusqu'à l'adhésion des archives françaises du film. Donc, je passe sur ces différentes fonctions. Il a été membre du comité directeur, il a été vice-président, il a été trésorier. Bref, il suit très activement les travaux de la FIAF. Donc, au-delà de l'amitié qu'il a lié à Ledoux, Privato et Buache, Borde a noué des relations privilégiées avec d'autres archives, notamment avec celles qui étaient situées de l'autre côté du rideau de fer. Je pense notamment aux archives du film de RDA et avec la Cinémathèque nationale bulgare. Il participe à de nombreux projets multilatéraux. Il développe aussi une véritable réflexion sur la nature et les objectifs de la FIAF, ce qui fera de lui toujours une personnalité respectée à l'intérieur de la fédération, comme l'évoquait tout à l'heure Christophe. Alors, Borde a beaucoup écrit sur la FIAF et voilà comment il l'a défini. Il a parlé d'un parlement mondial qui fonctionne paisiblement. Bon, c'est une image un peu idéalisée, hein, bien sûr, mais en tous les cas, un parlement qui lui permet, en plein affrontement Est-Ouest, d'échanger et de partager avec des archivistes étrangers. C'est aussi un espace où s'invente une approche théorique du patrimoine et où se renouvellent des pratiques spécifiques. Il dit aussi que la FIAF est un carrefour des techniques, un lieu de rencontre dont le fonctionnement, alors ça c'est plutôt nous qui le disons, pourrait être qualifié d'archipélique. Ça c'est quelque chose aussi d'important dans cette dimension. On pourra y revenir si vous voulez sur ce fonctionnement en archipel qui a beaucoup séduit Borde. Borde écrit en 90, l'institution moderne qui se trouve à Toulouse est née de la turbulente adhésion à la FIAF. Non seulement cette entrée dans le concert international des archives lui a permis de briser l'isolement dans lequel il se trouvait après la dégradation des relations avec la Cinémathèque française, mais elle lui a offert une utopie de substitution dans laquelle il a puisé sa légitimité en tant que conservateur, ce qui était pour lui la plus belle des charges. Et c'est donc le moment de parler des collections. Oui, donc à ce stade de notre présentation, il convient de faire retour sur pas seulement en fait la conception que Borde avait du métier de conservateur, sachant que je précise évidemment qu'il n'y a pas d'école pour former les conservateurs de cinémathèque. Enfin, c'était là un métier qui s'était totalement inventé en même temps que Borde l'exerçait, d'où aussi ce recours nécessaire
à l'expertise, mais qui n'a pas été celle attendue d'Henri Langlois, en tout cas une attente de conseil de la part d'Henri Langlois, puis ce recours à l'expertise de Jacques Ledoux. Alors ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a toute une correspondance absolument passionnante où, en fait, Ledoux lui donne des trucs. Là, tu mets du scotch, là, voilà, donc comment est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, vraiment des choses très concrètes, quoi, si vous voulez. Comment est-ce qu'on fait avec les films nitrates, dans quelle boîte on les met, tout ça. Des choses très concrètes qui sont le quotidien, en réalité, de la conservation des films, que nous avons encore connu, puisque aujourd'hui, il y a du numérique, mais il y a du numérique, quand il y a du numérique, il y a aussi du photochimique avant. Donc voilà, donc Borde, en effet, pense son métier comme un métier de conservateur, mais un conservateur est aussi quelqu'un qui enrichit les collections. On a vu à quel point cette question de l'enrichissement, elle était fondamentale. Et il convient ici de faire retour rapidement sur les grands mouvements qui ont présidé à la constitution des collections de la Cinémathèque de Toulouse. Natacha a déjà évoqué ce qui est rendu possible grâce à l'adhésion à la FIAF et au lien très fort tant avec la Suisse qu'avec la Cinémathèque royale de Belgique, avec la Bulgarie, avec la Roumanie, avec l'Allemagne de l'Est, qu'avec bien entendu Moscou. La Cinémathèque de Toulouse, au demeurant, est bien par ailleurs la fille d'un ciné-club, en l'espèce de 2 ciné-clubs implantés à Toulouse. Le premier était né dans l'immédiate après-guerre, c'était le ciné-club de Toulouse, il en a déjà été question, qui a été porté sur les fonds baptismaux par Ismaël Girard et dirigé par Marcel Tariol. Alors Marcel Tariol, c'est une figure un peu mystérieuse qui a disparu prématurément, qui a blessé un petit livre sur Louis de Luc, qui reste encore... Et donc voilà, c'est la seule photo que nous avons trouvée ici dans la petite revue, presque le fanzine, pourrait-on dire, créé par le ciné-club de Toulouse au début des années 50, la seule photo dont on dispose de Marcel Tariol, qui était un professeur de l'enseignement secondaire. Et c'est au sein de ce ciné-club que bien avant en fait la relation avec Langlois, Raymond Borde, en fait le ciné-club produit un catalogue de films anciens, principalement des muets, dont Raymond Borde, dès 1952, a alors la charge. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous êtes un ciné-club, l'objet de votre activité, c'est de projeter des films. Pour projeter des films, il faut disposer d'un catalogue. Ce catalogue peut être fourni par une fédération nationale, mais Tariol refuse d'adhérer à la Fédération française des ciné-clubs, en proclamant une indépendance occitane, pourrait-on dire, donc d'une fédération justement du Sud-Ouest, qu'il crée d'ailleurs de toutes pièces, mais qui lui interdit d'avoir accès au catalogue de la Fédération française des ciné-clubs, qui est à l'époque quasiment la seule, et en tout cas la plus puissante de France. Donc comment faire pour montrer des films quand on n'est pas membre d'une fédération et qu'on n'a pas accès aux films? Eh bien tout simplement, la seule solution, c'est de constituer une collection. Donc la collection du Ciné-Club de Toulouse, elle naît d'abord pour montrer des films au sein du Ciné-Club de Toulouse, et elle va petit à petit s'émanciper, évidemment, en fait, de cette mission première. Alors, premier ciné-club, et puis le second ciné-club, c'est un ciné-club tout à fait important, le ciné-club de la jeunesse, dirigé par Roger Clerc, qui est également installé à Toulouse. C'est un ciné-club de masse, plusieurs milliers d'adhérents, en fait, dont Borde se rapproche dès la fin des années 50, et qui lui permettra d'abriter la jeune cinémathèque dans ses locaux de la rue Roclène. Natacha en a déjà parlé, où est logée la première salle de projection de l'institution. Alors, ces collections sont donc constituées dès le milieu des années 50, pourrait-on dire, avec une double origine qui tient, je dirais, en fait, aux missions assignées par, je dirais, le besoin de projection dans le cadre des ciné-clubs. Il faut quand même citer ces deux origines principales. Ce sont d'une part les offices du cinéma éducateur, qui étaient des structures laïques, qui avaient été créées pendant l'entre-deux-guerres et qui se sont renouvelées dans l'après-deuxième guerre mondiale au sein des UFOLES, de l'Union française des œuvres laïques, qui était un réseau tout à fait puissant de diffusion du cinéma, et qui se débarrasse dans les années 50 et 60 de nombreux films muets, qui avaient été établis, tirés à leur intention dès les années 20 ou les années 30, au moment d'ailleurs où la plupart de ces structures passent au 16 mm et abandonnent les projections en format standard 35 mm. Donc là, Borde va récupérer des tonnes de choses. Alors, il y a aussi des correspondances tout à fait passionnantes où il raconte qu'il va dans une cave complètement pourrie à Saint-Étienne et qu'à l'époque, le directeur de la Cinémathèque de Saint-Étienne ne voulait pas lui laisser prendre les films, en fait. Et il y revient 3 ans plus tard et tout est moisi. Alors évidemment, c'est toujours dans ces cas-là qu'on dit, mais pourtant il y avait un Méliès. Voilà.
Donc, voilà, mais on n'en aura jamais la preuve parce qu'en réalité, le film n'est jamais entré dans les collections. Mais il trouve en fait un certain nombre de choses comme ça. Et puis, la deuxième source qu'il convient de mentionner, ce sont les forains, les tourneurs, qui sont encore nombreux dans le sud-ouest, dans les années 50, qui parfois sont actifs depuis l'entre-deux-guerres. Ce sont des dynasties, des familles. On en a identifié une, qui est la famille du Clofulia, qui, dès la fin du 19e siècle, passe des films dans le sud-ouest, et grâce à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui grâce à la numérisation de la presse, on a pu identifier l'itinéraire de cette famille qui alterne dans les années 1900 des projections de films et puis des séances spectaculaires de monstration de véritables sirènes. C'est le slogan voilà, des forains. Voilà, enfin, faut imaginer en fait un peu le climat. Et cette famille existe toujours dans les années 50. Borde s'adresse à eux et leur dit vous avez des films, et donc on lui dit non, la personne qui s'occupait des films est morte, donc on n'a plus rien. Enfin voilà, donc parfois ça tombe à côté, etc. Bon. Donc cette question des forains, elle est vraiment tout à fait importante, puisque les forains se séparent eux-mêmes de films anciens, usés jusqu'à la corde, mais qui s'avèrent parfois de véritables trésors. Je signale en passant que c'est à la lumière, grâce à l'acquisition d'un fonds de films forains, que Raymond Borde découvre des burlesques américains pour lesquels il va se prendre de passion, les burlesques du second rayon, et notamment un burlesque des années 20 qui fait des choses qui lui semblent très proches du mouvement surréaliste, qui s'appelle Bricolo dans la version française, et qu'il va identifier comme étant Charlie Bowers, à propos duquel il va faire un livre quelques années plus tard avec la Cinémathèque québécoise. Alors ces sources d'enrichissement, bien entendu, ne sont pas les seules. Il conviendrait également de mentionner évidemment tout ce qui va entrer dans les collections par l'entremise de distributeurs, de collectionneurs privés, etc. Je n'y insiste pas ici. Il convient toutefois, là, à ce stade, de s'interroger sur justement la fonction des collections. C'est bien beau d'accumuler, si je puis dire. Mais pourquoi faire à partir du moment où, en plus, une partie de ces films ne sont pas tous projetables et où se pose réellement la question des usages, en quelque sorte, de ces films accumulés dans la jeune Cinémathèque de Toulouse. Alors, dans les mois qui suivent la complexe et douloureuse émancipation de la Cinémathèque de Toulouse à l'égard de la Cinémathèque française, Borde, qui a toujours été très soucieux de ne pas compromettre l'avenir, écrit très tôt à André Malraux, donc on est en 66 en réalité, en 1966, pour lui présenter le projet de la Cinémathèque de Toulouse. Voilà. Il ne le connaît pas, mais il y a une très longue lettre conservée aux Archives nationales, qui est une lettre qui, voilà, donc de tout le monde d'ailleurs, en fait, la lettre fait tout le tour du ministère du CNC parce qu'on ne sait pas quoi en faire, en fait, de cette lettre. Première déclaration de la Cinémathèque de Toulouse, et où Borde lui expose très longuement quel est son projet. Alors, je vais citer un petit peu cette lettre. Oui, voilà, c'est pour des films, entrés via les puces, à Saint-Cernin, par exemple, une copie mythique du Ring d'Alfred Hitchcock qui était encore conservée, toujours conservée à la Cinémathèque de Toulouse, sauf que c'est de la charpie, quoi, en fait, cette copie, mais elle existe toujours, en réalité. Ou alors, voilà, par l'entremise des forains, double pâte et patachon, des choses comme ça. Je reviens à cette lettre de Borde, qui écrit le rôle de la Cinémathèque de Toulouse n'est pas de concurrencer la Cinémathèque française dans la diffusion des films d'archives par le canal des maisons de la culture, des centres pédagogiques ou des fédérations de ciné-clubs. Elle n'en a ni les moyens matériels, ni surtout le désir. Quelques indices me font penser que la Cinémathèque française a pu nourrir à cet égard certaines craintes, et je crois devoir les dissiper. La vocation particulière de la Cinémathèque de Toulouse est indiquée par les résultats qu'elle a obtenus depuis une douzaine d'années. Donc lui, il fait remonter la fondation de l'institution à 1954, quoi, a priori. Sauver des films que menaçait la négligence, la pourriture, la dessiccation ou la vente des chiffonniers. Les copies qu'elle a conservées appartiennent au patrimoine français. Intéressant cette mention de patrimoine lorsque l'on s'adresse au ministère des Affaires culturelles en 1966. Elles sont à la disposition des historiens et des critiques. Elles peuvent être prêtées à d'autres archives. Elles ont quitté la clandestinité des roulottes de gitans ou des caves de collectionneurs. La Cinémathèque de Toulouse ne désire rien tant d'autre que d'être parmi d'autres un des centres d'études du cinéma et de participer à cette réflexion d'un art sur son passé. C'est dans cet esprit qu'elle a constitué une bibliothèque dont je ne crois pas qu'il existe d'équivalent en province et qu'elle poursuit, à travers son réseau, la découverte des copies. Il ne saurait y avoir ni compétition, ni conflit juridique avec la Cinémathèque française, puisqu'aussi bien, ces deux organismes n'ont pas le même champ d'action. L'un est tout désigné par la richesse de ses collections et par l'ampleur de ses moyens pour satisfaire un besoin collectif de connaissance du cinéma, la Cinémathèque française donc.
L'autre est plutôt voué à la recherche. Alors ça, c'est intéressant parce que donc, dès l'origine, Bord répartit en quelque sorte les missions qui devraient être celles des deux cinémathèques qu'il, vous le voyez, place pas tout à fait sur un pied d'égalité, mais déjà en tout cas quasiment, l'une pour la programmation, la monstration. D'ailleurs, Bord a souvent cette expression de montreur de film pour désigner l'anglois, comme si c'était un montreur d'ours, quoi. Hein, donc voilà, ce qui indique aussi un petit peu la condescendance, en fait, hein, aussi à l'égard de l'anglois. Donc un lieu de programmation, de monstration, de partage de connaissances du cinéma, et un autre lieu qui serait consacré à la recherche. Alors donc, dès l'origine, il s'agit de donner à la Cinémathèque une identité qui s'appuie moins sur la programmation des films que sur la mise à disposition d'un matériel considérable auprès des chercheurs, dans une perspective d'écriture de l'histoire du cinéma, mais aussi de l'histoire tout court, hein, si je puis dire. Bref, dès lors que le cinéma est érigé en source de l'histoire, la Cinémathèque est promue comme un lieu d'archives bien éloigné, ou distincte, relativement distincte, de l'espace de programmation dont elle est aussi et parfois le siège. Cette dimension historienne reste essentielle pour le développement de l'institution toulousaine dans les années 70 et suivantes. On en veut pour preuve la conception bien précise que Bord avait de l'histoire du cinéma et dans l'écriture de laquelle l'archive cinématographique devait jouer un rôle majeur. Certes, Raymond Bord n'est pas proprement parlé, un historien. Il est critique et cinémathécaire, mais il n'en conduit pas moins un véritable projet rétrospectif dans une série d'ailleurs de petits livres, notamment des livres consacrés au burlesque américain. Dès les années 60, transparaît dans les introductions souvent, ou les préfaces, on a beaucoup travaillé avec Natacha sur les préfaces, les introductions de Bord qui sont pleines d'informations, un des enjeux du projet historique de Bord, qui reste inscrit, hein, donc évidemment dans les limites et les besoins de son temps. Lorsque par exemple, hein, donc, alors c'était pas ça, une autre citation, lorsque il travaille à un premier livre, une monographie sur Laurel et Hardy. Le problème qui se pose dans les années 60, on est ici hein, au milieu des années 60, c'est finalement au départ comment travailler sur deux personnages qui ne sont pas des auteurs de films, qui ne sont pas des cinéastes et pour lesquels de toute façon on n'a pas de filmographie constituée. Et donc l'enjeu majeur, l'enjeu premier à cette époque-là, ça paraît très loin de nous aujourd'hui, c'est la constitution d'une filmographie de Laurel et Hardy. Et alors, dans la préface à ce petit volume, qui est un volume de premier plan édité par Bernard Charder, dans sa revue Premier Plan, Bord et Charles Perrin, qui sont les deux co-auteurs de ce livre, écrivent, mais on reconnaît hein, bien le style de Bord, en fait, à vrai dire, vous allez voir dans cette envolée stylistique assez caractéristique, maintenant qu'on le connaît bien, de Raymond Bord. Laurel et Hardy nous sont plus mal connus que les empereurs romains du 1er siècle. Ce que l'on sait du cinéma jusqu'à la guerre relève d'ailleurs de l'archéologie. Quelques livres d'histoire se sont transmis les mêmes informations et ils ont diffusé la même classification qui est en gros celle de Charançol. Ce savoir squelettique commence à être contesté, mais la mort des copies nous laisse devant des tombes vides. Donc pour éviter à ces archéologues d'un genre nouveau de se heurter à des tombes vides, pour en d'autres termes triompher de la mort des films et accessoirement écrire l'histoire du cinéma, il faut avoir recours aux cinémathèques et à leurs collections. Les ressources de la FIAF sont mises à profit et permettent d'ailleurs aux deux auteurs de ce livre de retrouver 17 courts-métrages muets de Laurel et Hardy sur une estimation de 60. On est très très loin hein, de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc il y a une grosse cinquantaine d'années. Une lente réhabilitation des burlesques américains du second rayon, je l'ai déjà évoqué, Hankman, alors c'est des gens qui vous disent peut-être rien, Hankman, Snub Pollard, Monty Banks, hein, commence, alors que la glose en la matière se concentre exclusivement sur Charlie Chaplin à l'époque. Il continue d'ailleurs en fait Bord en disant mais aujourd'hui il ne s'agit pas ou pas seulement de dire ah bah Charlot vive Keaton et de remplacer la connaissance par un conflit de génération. Il s'agit surtout d'aller à la découverte de cette merveilleuse énigme, le slapstick américain. Voilà, fin de citation. Il s'agit donc d'aller à la découverte d'un cinéma commun, un cinéma populaire, comme on l'a dit tout à l'heure, qui pourtant rencontra massivement le public et qui demeure ignoré des exégètes. Oh là là, je ne vais pas y arriver. Des exégètes, pardon, que l'on traite sous forme de séries, non en les structurant par cinéaste, c'est-à-dire par auteur, mais bien sous une forme de série. Par la grâce du patrimoine cinématographique, cette écriture de l'histoire
induit donc en termes de méthode l'établissement préalable de filmographie, préconisé aussi peu ou prou à la même époque par l'historien du cinéma Georges Sadoul, je le signale. Donc voilà. Cette manière donc d'écrire l'histoire du cinéma vient évidemment battre en brèche une histoire de chef-d'œuvre, une histoire calquée, en d'autres termes, sur le modèle de l'histoire de l'art ou de l'histoire littéraire. Cette manière d'écrire l'histoire du cinéma invente par conséquent un nouveau paradigme pour l'écriture de l'histoire que seule la pratique du patrimoine cinématographique rend possible. Alors Borde avait une conception bien précise de ce que devait être l'histoire du cinéma, inscrite d'ailleurs dans ce qu'il appelle une tradition d'objectivité non dénuée d'un certain positivisme, y compris un positivisme emprunté à certains historiens de la fin du XIXe siècle, dont certains d'entre eux ont pu être parfois professeurs à l'école des Chartes, au demeurant. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'inscrirait dans un mouvement très moderne, si je puis dire, de l'histoire, donc dans les années 60. Mais c'est aussi parce que Borde avait la conviction que les milliers de films accumulés à la Cinémathèque de Toulouse, comme dans les archives du monde entier, devraient permettre l'écriture d'une nouvelle histoire débarrassée des scories de la politique des auteurs et des stéréotypes qui y sont attachés, que cette histoire vaut la peine donc d'être écrite. Car, écrit-il dans une autre préface, à un livre qui a fait date et qui est toujours important aujourd'hui, premier livre consacré à l'histoire du cinéma à l'époque du national-socialisme, paru en 72, il y a 50 ans, qui s'appelle Le cinéma nazi, car il n'est plus possible de dissocier la notion d'archive et celle de recherche. L'archive où l'historien se défait de ses préjugés, l'archive où l'historien se défait de ses préjugés. Donc, pour les quelques étudiantes ou étudiants qui sont présents ici. Voilà. Excusez-moi. Et la recherche qui se juge à travers ce qu'elle juge. Disons qu'une cinémathèque, tout entière vouée au passé d'un art, révèle ce passé en le démaquillant. L'historien se retrouve seul face à l'écran, dans une salle de vision où les œuvres lui sont livrées comme à un justicier, ce qui l'incite à comprendre et à vérifier plutôt qu'à trancher dans le vif. Donc c'est une pratique qui est complètement aux antipodes de la pratique de la critique, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, c'est le début, non pas de la sagesse, mais de la méthode scientifique. L'historien sait bien qu'il n'est pas le tribunal de l'histoire et que d'ailleurs il ne peut y prétendre. Mais le mariage des chercheurs et des cinémathèques tend à éliminer le facteur personnel et à donner aux travaux sur le cinéma ce qui leur manquait jusqu'ici le plus, l'objectivité. Il s'agit donc de s'affranchir de la subjectivité, de ce que Borde appelle parfois aussi le subjectivisme, ça c'est l'héritage marxiste de Raymond Borde. Ce crime de la critique pour Borde, c'était horrible. Voilà, la subjectivité. Alors évidemment, on peut avoir une conception totalement différente, donc on peut aussi considérer que la subjectivité est ce qui fait le sel de la critique. Mais pour Borde, c'était vraiment épouvantable en fait ça. Donc voilà, ce crime de la critique tant conspué aux grandes heures du combat contre la politique des auteurs, et pour Raymond Borde, responsable des fausses valeurs comme de l'occultation de pans entiers de l'histoire du cinéma. L'alliance nouvelle forgée entre cinémathèque et historien, là, au début des années 70, fin des années 60, apparaît donc à Raymond Borde comme la garantie d'un récit historique plus rigoureux, plus exhaustif, puisque désormais, écrit encore Borde, la notion de film est souvent préférée à celle d'auteur, et parfois même celle d'ensemble, préférée à celle de film, puisque, encore une fois dans cette préface au cinéma nazi, des réputations s'écroulent et que l'éclairage enfin se modifie. L'histoire du cinéma apparaît donc en fin de compte, non comme la reconduction pérenne de récits et de valeurs éculées, mais bien comme la voie difficile vers une permanente réinvention, grâce à la découverte de films toujours neufs. En substance, pour Raymond Borde, eh bien, le film que l'on va découvrir demain va permettre peut-être de renverser totalement l'histoire du cinéma. Donc ça, c'est assez fascinant comme appréhension, c'est-à-dire de même que, évidemment, les historiennes et les historiens savent que l'archive ou le document d'archives qu'ils vont consulter peut réorganiser en fait complètement leur travail, et bien pour Raymond Borde, ça c'est avec les films qu'on fait cette découverte. Voilà. Donc ça c'est vraiment assez passionnant évidemment comme appréhension, si je puis dire, en fait de l'archive cinématographique et de son articulation avec l'écriture de l'histoire. Alors pour conclure complètement, revenons un petit peu à la situation aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, de la dissémination des écrans jusque dans l'espace domestique et dans le secret de nos poches de vêtements ou de nos sacs,
à l'heure aussi de la prise en considération relativement neuve des enjeux financiers liés au patrimoine cinématographique. Le dispositif patrimonial ancien a volé aux éclats. Ce dispositif qui, à la Cinémathèque de Toulouse, par exemple, associait les collections, la programmation et l'écriture de l'histoire du cinéma. Son identification de ce dispositif permet toutefois d'écrire une histoire qui s'affranchisse d'une histoire institutionnelle, qui ne privilégie pas seulement l'histoire des collections et qui reste bien entendu un élément fondamental, comme nous y sommes essayés, à propos des origines de la Cinémathèque de Toulouse. Une histoire qui, rappelons-le aussi, c'est tout à fait important, n'est pas passée par Paris. Une histoire qui s'est pensée en dehors, dans ce pays si jacobin qu'est la France, en dehors de son centre politique. Et ça, c'est évidemment tout à fait intéressant. Alors, c'est aussi intéressant pour nous, en fait, de savoir aussi un peu ce qui se joue dans ce triangle patrimonial, dans ce dispositif patrimonial dont les 3 sommets ont pour nom, je l'ai déjà dit tout à l'heure, collection, programmation, histoire. Dans le cas de Raymond Borde, par exemple, la collection doit explicitement être mise au service des historiens, parce que le cinéma en son entier est une source pour l'histoire en général, celle-ci excédant d'ailleurs l'histoire du cinéma. Dans d'autres cas, à la Cinémathèque française, la collection était très clairement mise au service de la programmation et donc de la transmission, en effet, de la connaissance. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on fait, en quelque sorte, finalement, en quoi Borde imagine ici un paradigme un peu nouveau qui va mettre en exergue les collections, ce qui était le cas dans beaucoup d'archives et de cinémathèques étrangères, mais pas le cas vraiment à la Cinémathèque française jusqu'alors. Il y a donc là, évidemment, un jeu qui explique aussi le conflit, qui n'est pas seulement un conflit de personnes, mais le conflit entre 2 conceptions très différentes, voire antagonistes, de la fonction, des missions d'une cinémathèque. C'est donc dans ce jeu, entre les 3 volets du dispositif, que vient se glisser aussi ce que nous avons finalement trop peu abordé aujourd'hui. Une histoire technique de la conservation, une histoire de la restauration. On en parle, mais très peu, finalement, dans le livre. Une histoire des films perdus puis retrouvés. Et puis, une histoire politique du patrimoine et de ses institutions. Une prosopographie même des cinémathécaires eux-mêmes. Toutes histoires qui restent encore largement à écrire aujourd'hui et que nous espérons, peut-être avec quelques étudiantes et étudiants présents dans la salle, continuer à écrire dans les années qui viennent. Nous vous remercions. Voilà, on peut prendre quelques questions, évidemment. On a presque tenu le temps. Donc voilà, on a 25 minutes pour des questions. Ou des échanges, des réactions. Ou même un quart d'heure, 20 minutes, sachant qu'il y a donc une table avec quelques livres. Donc ensuite, voilà. Oui, Clémentine. Une question par rapport à la FIAF. Vous mentionnez un fonctionnement archipel. Alors, c'est une figure en fait que j'ai importée d'un groupe de recherche qui travaille à l'intérieur de mon laboratoire, qui travaille sur les îles et qui travaille sur les archipels, et donc sur des périodes qui n'ont strictement rien à voir avec la nôtre, travaille sur l'époque moderne. Et en les écoutant et en les voyant fonctionner, je me suis dit que finalement, les cinémathèques à l'intérieur de la FIAF travaillaient comme un archipel, c'est-à-dire avec un sentiment d'extraterritorialité, avec un sentiment à la fois d'isolement, mais de solidarité entre archives, donc entre institutions qui se reconnaissent, mais qui sont séparées les unes des autres par des espaces qui peuvent leur être hostiles, et en tous les cas qui sont profondément différents. Et par ailleurs, un archipel fonctionne de façon horizontale, ce qui est aussi très caractéristique du fonctionnement, en tous les cas, tel que Borde l'a idéalisé. Je ne suis pas certaine que la FIAF ait toujours fonctionné de façon horizontale, mais en tous les cas, dans la vision que Borde en a eue, c'était un fonctionnement horizontal. C'est pour ça qu'on a cette figure de l'archipel, du fonctionnement archipélique, nous est parue assez pertinente pour qualifier le fonctionnement, encore une fois, de la FIAF tel que Borde l'a vécu. Je ne suis pas certaine, encore une fois, que tous les membres de la FIAF le traduisent de cette façon-là. Et c'est aussi ce qu'il avait le désir, en fait, de transposer
dans la situation française, mais qui n'a jamais vu le jour, c'est-à-dire en fait des îlots, en quelque sorte, avec des archives ou des cinémathèques qui chacune aurait eu leur mission. Parfois, il adjoint Lyon, en fait, aussi à tout ça. Perpignan. Perpignan, voilà. Avec le volet archivistique, le volet programmation et le volet recherche et donc écriture de l'histoire. Voilà. Et il intègre aussi la cinémathèque universitaire. Il intègre aussi la cinémathèque universitaire, oui, par ailleurs. Ça dépend des moments où il écrit là-dessus. Mais voilà, c'était un petit peu son ambition, son projet qu'il soumet même au ministre de la Culture, celui en fait de la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing en 1980. Donc je me souviens d'une lettre à la fin parce que c'était l'année du patrimoine 1980, et donc il adresse une lettre au ministère de la Culture pour lui dire voilà, on pourrait peut-être imaginer quelque chose, sauf qu'une fois de plus, c'est parfois le cas chez Borde, il était assez à contre-temps du point de vue politique, parce que 6 mois plus tard, il y allait avoir des élections présidentielles, et en effet, il y a une alternance politique d'importance dans l'histoire politique de la France, et ça a beaucoup changé, donc l'appréhension évidemment du patrimoine cinématographique dans les années 80 et 90 ensuite. Voilà. Mais son projet, c'était vraiment de transposer à la France cette situation utopique et idéale qu'il avait connue, qu'il avait l'impression en tout cas de connaître, dans le cadre de la Fédération internationale des archives du film. Oui. J'avais une question pour Christophe, et peut-être Natacha aussi d'ailleurs, parce que Christophe, tu as prononcé un nom en fait, je m'étais jamais posé la question, et Dieu sait si on a discuté souvent et de lui et de Raymond Borde, mais je me demandais s'il y avait eu des contacts entre ces deux-là, qui est celui de Georges Sadoul. Voilà. Oui. Parce que Sadoul est proche, je ne sais pas s'il est proche de Langlois, mais enfin il est proche de la Cinémathèque française, oui. Qu'il loue pour son entreprise à plusieurs reprises. Or, tu l'as dit, sa conception de l'histoire du cinéma est quand même beaucoup plus proche, sans parler même de ses positionnements politiques, mais de celle de Borde, et idéalement, on pourrait rêver qu'elle se soit articulée, mais j'ai l'impression que non. Voilà. Alors, il y a eu des tentatives de contact très tôt, dès 1954. Borde écrit en fait à Sadoul pour lui demander de faire passer un article qu'il a consacré à Robert Bresson, qui est un article qui incendie Robert Bresson. Oui, et que Sadoul, dans les lettres, oui, c'est plus l'écran français à ce moment-là, c'est les lettres françaises, voilà. Et Sadoul refuse de le passer. Et par la suite, Borde va s'emporter avec beaucoup de violence en fait contre Sadoul. J'ai mis ici le sommaire du numéro 46, qui comporte un article célèbre de Raymond Borde qui s'appelle l'hypothèque Sadoul, qui est un article de critique très acerbe contre la pratique critique de Georges Sadoul, et notamment sa défense de la nouvelle vague, dont il considère qu'elle est une trahison des valeurs de gauche ou marxistes auxquelles Sadoul prétend avoir adhéré, alors que Borde, lui, et l'équipe de Positif considèrent être restés fidèles à leurs convictions politiques en conspuant une nouvelle vague qu'ils ont toujours considérée comme étant de droite. Donc il y a vraiment un antagonisme très fort qui puise probablement ses origines auparavant, à l'époque de leur engagement partagé au Parti communiste, mais autour tout simplement en fait, du regard sur le cinéma contemporain, qui était vraiment extrêmement fort, même si par ailleurs Borde écrit « Je respecte l'historien ». Mais alors en fait, voilà, c'est un article, si vous voulez, de plusieurs pages, il y a juste, voilà, j'ai beaucoup d'estime pour l'historien, et puis après, il déroule en fait un certain nombre de citations, de choses comme ça, etc., où il tente à démonter ce qu'il appelle en fait une mécanique, finalement de promotion d'un cinéma qui, selon lui, est aux antipodes de ce que devrait être les choix politiques d'un critique qui se dit communiste. Voilà. Et par la suite, à ma connaissance, il n'y a pas eu de lien nouveau entre Sadoul et Borde. On peut imaginer que Sadoul est assez mal pris ce type d'article, et Borde ne cherche pas à le recontacter. Donc voilà. En revanche, on sait que Borde avait lu, en revanche, l'histoire générale du cinéma, tous les textes historiques de Sadoul, et ça, pour lui, c'est vraiment important. Voilà.
Oui, ça doit aussi passer par le surréalisme. En effet, tu as raison. Dans les années 30, hein, donc tout à fait. Donc il a fait l'itinéraire inverse. Sado a commencé par le surréalisme. Ensuite, il est allé en communisme. Il est entré en communisme. Borde est entré en communisme. Et puis il est allé au surréalisme après. Donc ça explique aussi peut-être une différence d'appréhension, hein, donc, des choses. Voilà. Ta question, Dimitri, moi, me permet aussi d'aborder la question d'un autre tandem que je me suis posé, c'est Borde-Ferraud. Oui. Parce que, Christophe en a parlé, la conception qu'a finalement Borde en tant que cinémathécaire de la place du cinéma dans l'écriture de l'histoire tout court est très proche de celle de Ferraud, finalement. On n'a pas trouvé dans les textes de Borde des références à Ferraud. On a cherché dans tous les documents que l'on a pu trouver, on a posé la question dans les entretiens. Personne n'a de souvenir précis d'une rencontre entre Ferraud et Borde. Nous pensons qu'il est fort probable quand même qu'ils se soient rencontrés, notamment à Perpignan. Probablement à confrontation, puisque Ferraud y allait, Borde y était systématiquement associé. Et puis il y a d'autres indices, c'est-à-dire que Jean-Pierre Bertamaguit a beaucoup fréquenté la Cinémathèque de Toulouse pour sa propre thèse, qu'il a faite sous la direction, comme tu le sais, de Ferraud. Donc là aussi, il y a des questions et sans doute peut-être une plus grande proximité qu'avec Sadoul, plus tardive, et qui concerne véritablement un moment d'historiographie très important pour l'histoire contemporaine. C'est très intéressant, j'y avais pas pensé. En même temps, selon moi, il y a peut-être aussi des choses qui peuvent les avoir maintenus à une certaine distance. Et tu évoques Perpignan, effectivement, Ferraud y est beaucoup allé, mais quand il y a eu confrontation cinéma et histoire du cinéma, je crois qu'il n'y est pas. C'est 81, je crois. 82. Et en tout cas, dans le numéro des cahiers de la Cinémathèque, qui constitue le produit de cette confrontation, il n'y a pas un texte de Ferraud. Et la seule fois où Ferraud est cité, c'est négativement par Philippe Joutard dans les petits entretiens qu'il y a au tout début dans la table ronde des historiens. Il dit qu'en fait, c'est pas ce qu'il appelle de l'histoire du cinéma. Et voilà, donc je me demande dans quelle mesure, enfin voilà, ce serait vraiment, oui, c'est très intéressant, et c'est intéressant qu'il n'y ait pas de traces, hein, ce que tu soulignes en fait. Voilà. Oui, non, les seules traces passent par les étudiants interposés, et donc en revanche, on peut dire que Jean-Pierre Bertamaguit doit beaucoup à la Cinémathèque de Toulouse, enfin il le reconnaît lui-même d'ailleurs, à ses collections, parce que sa thèse sur le cinéma sous le régime de Vichy n'aurait absolument pas été possible s'il n'avait pas pu aller visionner, y compris les dimanches, y compris les week-ends, Colette Borde qui met à disposition, qui actionne en fait le projecteur 16 mm pour pouvoir, voilà, parce que c'était une époque, on le dit à un moment, il y a aussi non pas une misère, mais en fait, je dirais en fait une pauvreté de la Cinémathèque de Toulouse. On a appris assez tardivement que, par exemple, il n'y avait pas de table de montage à la Cinémathèque de Toulouse jusqu'au tout début des années 80. Donc, pour visionner des films, il fallait les projeter. Donc on comprend aussi en fait toute l'obstination en fait de Borde à dire il faut nous donner des moyens pour la recherche justement. Donc voilà. Et la projection, elle est certes possible pour du 16 mm sans être un professionnel de la projection, mais lorsque l'on a des copies 35 mm, à plus forte raison des copies nitrates, ça devient là assez complexe. Donc il faut le dire. Et donc c'est intéressant aussi de voir les conditions très précaires finalement dans lesquelles les personnes qui travaillent sur ces films anciens, sur ce qu'on appelle aujourd'hui des films de patrimoine dans les années 70, donc sont contraints, et à quel point aussi il y a plusieurs tentatives quand même de rendre plus aisée justement l'accessibilité aux collections à une époque où bien entendu il n'est pas question de numérisation tout simplement parce que celle-ci n'existe pas. Donc voilà, donc ça c'est voilà, mais c'est vrai que voilà le passage par les étudiants il est aussi intéressant. Oui. Vous venez juste de mentionner Colette Borde. Elle travaille également à la Cinémathèque. Oui. Alors Colette, c'est une grande histoire. Colette, elle a 102 ans. Elle a 102 ans. Elle était enseignante. Et ils se sont rencontrés donc au début de la guerre. Ils ne se sont pas mariés tout de suite. Ils étaient un couple extrêmement moderne. Extrêmement moderne et assez anticonformiste pour l'époque, puisqu'ils se sont mariés 10 ans après leur rencontre.
Ils ont refusé d'avoir des enfants. C'est une décision qui a été prise communément, disent-ils. Et Colette a enseigné donc comme professeure de sciences naturelles. Et elle est devenue, dans les années 70, de fait, en fait, très tôt, elle était la seule. En fait, c'est comme ça qu'elle se présente, et c'est comme ça que tout le monde l'a souvent présentée, comme la secrétaire. Ce qui est une approche très genrée quand même de l'histoire, mais bon, on a l'habitude. Parce qu'effectivement, c'est elle qui a tapé à la machine tous les courriers de Raymond Borde. Et tous ces articles. Et tous ces articles, voilà, toute sa production. Donc elle était en réalité beaucoup plus qu'une assistante. On en a trouvé la trace quand on lit très très soigneusement les courriers. En fait, elle est au courant absolument de tout. Et elle est tout à fait capable, en l'absence de son mari, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, de répondre à certains courriers, de donner une autorisation, de réprimander un tel parce qu'il en demande trop, parce qu'on ne peut pas à la fois sortir les films aussi rapidement que ça, etc., etc. Donc elle est tout à fait capable de ça. Et puis Christophe a trouvé la trace de critique de cinéma, très très précoce en fait, signée par Colette Borde, qui aussi fréquentait les festivals de cinéma que son mari ne pouvait pas, enfin dans lesquels son mari n'allait pas. Il s'était partagé, je dirais pas la planète, mais il s'était partagé les festivals de cinéma, et elle rapportait des films, elle rapportait des informations, et donc effectivement elle a travaillé à la Cinémathèque de Toulouse, alors dans un rôle qui a toujours été systématiquement minimisé par tous les témoins qu'on a rencontrés, et aussi un peu, je trouve, par elle, Christophe. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Et alors on consacre quelques pages, en effet, à ce qu'on peut imaginer de l'activité et du poids réel de Colette Borde dans l'institution, qui était un poids réel. C'est vrai que la Cinémathèque de Toulouse, par ailleurs, est une cinémathèque dans laquelle il y a eu peu de femmes, à la différence de la Cinémathèque française, qui est une cinémathèque finalement qui est très construite par un certain nombre de femmes. Ce n'est pas le cas à Toulouse, à l'exception de Colette Borde. Il va falloir attendre finalement la deuxième moitié des années 70 pour qu'apparaisse, même le début des années 80, avec Carole Desbarras en réalité, pour qu'une autre femme, et Claudette Pérusse, mais beaucoup Carole Desbarras, pour que c'est vrai, une femme joue un rôle donc, à la Cinémathèque de Toulouse. Et donc du coup, c'est vrai que dans le cas en fait de Colette Borde, ce qu'on a aussi, je reviens juste sur la question de la critique parce que c'est une question que je trouve vraiment importante. Il n'y a pas un énorme corpus critique de Colette Borde, mais elle est quand même, d'une part en fait, la personne qui a écrit le tout premier texte critique sur les cousins de Claude Chabrol en 1958, après son passage en festival. C'est une critique dans Cinéma 58 où elle dit bon c'est nul quoi. Et alors voilà donc une dizaine de lignes. C'est intéressant parce qu'en fait ça donne le ton aussi qui va être celui de Colette Borde, de Raymond Borde, de Michel Firck aussi à Positif sur justement la nouvelle vague et notamment le regard porté sur les femmes par la nouvelle vague. Ça c'est la première chose. Et par ailleurs, Colette Borde est vraiment la critique française qui a révélé au public français un cinéaste italien qui est Marco Ferreri, avec un entretien, le tout premier entretien avec Marco Ferreri dans la presse française, c'est Colette Borde. Donc c'est quand même intéressant, donc c'est une figure qui est assez anticonformiste aussi, Marco Ferreri, et donc qu'elle a découvert au festival de San Sebastian, qui est un festival qui a lieu au Pays Basque, en Espagne, et dans lequel elle se rendait, ainsi que Raymond Borde d'ailleurs, en fait, de manière très régulière. Vous avez des questions? Oui, tout à l'heure vous avez parlé des collections d'affiches, de photos qui sont aussi très riches à la Cinémathèque de Toulouse, et du coup je me posais la question de quel était l'intérêt de Borde pour le non-film en fait, cette collecte-là. Oui, alors en fait très tôt, donc il commence en effet à accumuler. Alors d'abord les revues. Il ne faut pas oublier que c'est un critique, et donc il commence par les revues. Beaucoup de revues, dont il s'aperçoit très vite qu'elles lui servent aussi de monnaie d'échange, justement dans le cadre de ces échanges avec les cinémathèques internationales à partir de son adhésion à la FIAF après 1965. Parce que ces revues françaises, il est très difficile d'y avoir accès, notamment de l'autre côté du mur. Et donc lui, il s'abonne en fait, ou alors il réussit à récupérer plusieurs exemplaires, et il en envoie des exemplaires contre des films ou contre d'autres affiches. La collection d'affiches, elle se développe beaucoup, évidemment à partir de choses qu'il peut récupérer en même temps qu'il récupère
récupère les films dans d'anciennes salles de cinéma désaffectées. C'est pas chez les tourneurs ou chez les forains qui va récupérer des films, c'est plutôt en fait par cette entremise-là. Et puis aussi beaucoup, là aussi, par des échanges, hein, donc au sein du réseau de la Fédération internationale des archives du film, il y a par exemple des fonds d'affiches tout à fait considérables, hein, donc à Toulouse, d'affiches polonaises, d'affiches est-allemandes ou d'affiches cubaines. Je sais que vous le savez par ailleurs, Claire, qui sont justement, qui proviennent de cette tradition des échanges, et en échange desquels il propose lui-même, hein, donc des affiches françaises, beaucoup d'affiches évidemment. C'est tout à fait logique au regard de ce que Natacha a exposé quant au réseau familial de substitution Raymond Borde, beaucoup d'affiches en provenance de la Belgique, d'affiches belges par conséquent, mais aussi d'affiches suisses, et qui dit suisse, d'affiches aussi en partie de grand nombre d'affiches italiennes, parce que voilà, c'est pas très loin, tout ça, etc. Et à la Cinémathèque suisse, il y avait un fonds de non-film très important. Donc en fait, le fonds non-film est venu en quelque sorte avec le reste, sans, il faut le dire quand même, sans recherche particulière de fonds d'archives. À la différence de Langlois qui très tôt, on le sait, entre les archives par exemple de la firme Albatros, hein, dès les années 30, ou de cinéastes, hein, donc, en particulier. Il y a certes des scénarios, des choses comme ça, etc. Mais il n'y a pas de recherche spécifique en fait de cela. Pour Borde, en fait, la bibliothèque, le non-film était essentiel évidemment à la recherche en histoire du cinéma, mais ce qui était la source majeure, ça restait le film. Envisagé véritablement comme une source d'archives, comme une source de tout court. Et là, il y a vraiment une différence, hein, de paradigme complet avec Langlois, pour qui, en fait, c'est une trace d'un moment de l'histoire de l'art, un film. Et pas nécessairement, en fait, une source, quoi, en fait. Hein. Le fait que, au fond, le film soit de qualité ou pas, est une plus-value cinéphile ou pas, est complètement indifférent à Raymond Borde. D'où aussi, c'est intéressant, aujourd'hui, dans les collections, une importance très grande des documentaires, et notamment des documentaires pédagogiques, qui ont été très sauvegardés, hein, donc, dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse. Sur finalement la fin de la relation entre Raymond Borde et le PCF, oui. 1958, et donc est-ce que le PCF, essayer d'entretenir une relation quelle qu'elle soit, quand il a commencé à amasser un certain nombre de films en provenance de l'Union soviétique, qui peut-être auraient pu intéresser, alors à l'échelle de la région toulousaine. Est-ce que l'on sait s'il y a eu des tentatives de nouer des contacts de ce point de vue-là? C'est une partie de l'histoire qui est compliquée, parce qu'en fait, on a très peu de sources sur Raymond Borde. On a essayé de chercher dans les archives locales de la fédération locale, parce qu'il appartenait à la fédération locale de la Haute-Garonne. On n'a pas réussi à trouver ne serait-ce que le nom de la section. Voilà. On ne sait pas non plus exactement quand il a adhéré. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 1958, la rupture est fracassante, et que, en fait, c'est toujours les paradoxes et les ambivalences finalement de Borde. Au moment où il soutient sa thèse sur la pensée économique de Joseph Staline, les premiers doutes sont déjà là. Les premières critiques en fait arrivent très tôt, sont amplifiées à partir de 1956, et en 1958, c'est une rupture. Il est exclu du parti, il le quitte, et nous ensuite, on n'a jamais retrouvé de tentative de reprise de contact d'une part ou de l'autre avec le Parti communiste français. Et en fait, je pense que Moscou ne l'exigeait pas. Moscou n'en avait pas besoin. Moscou n'avait pas forcément besoin d'une garantie politique du PCF. Moscou avait besoin d'être rassuré sur la visibilité qui serait donnée à ces films qui étaient envoyés de Moscou et dont Moscou garantissait elle-même la qualité et l'orthodoxie idéologique. Donc voilà. Oui, sachant que, en effet, c'est d'autant plus important que les premiers échanges de films ont lieu à l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution d'octobre, où c'est le Gosfilmofonds qui propose à la Cinémathèque de Toulouse, à la jeune Cinémathèque de Toulouse, comme à d'autres cinémathèques dans le monde, hein, d'ailleurs, une programmation exceptionnelle pour célébrer cet anniversaire. Donc il va être l'occasion, en effet, de montrer des films
au-delà de Eisenstein ou de Podovkin, justement, qu'on n'a pas vu et qui ont fait l'objet de retirage ou de restauration au Gosfilmofond à la fin des années 50, au début des années 60, notamment toutes les comédies soviétiques des années 20, des choses comme ça, etc. Et c'est aussi, justement, un moment où, dans la relation entre Borde et Victor Privato à Moscou, eh bien, Privato lui dit, bon, bah, il y a un certain nombre de films que vous pouvez garder. Et donc c'est vrai que, voilà, ça devient vraiment très intéressant. Et en effet, il n'y a pas de demande, il faut le dire, d'orthodoxie politique qui est explicitement adressée à Raymond Borde en la matière. Hein, voilà. Mais je pense que ça, c'est totalement passionnant, mais c'est tout simplement parce que cette relation, en fait, elle n'a pas besoin d'être validée par des officiels soviétiques. Elle se fait directement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pour ça que c'est du transnational, vraiment du transnational, c'est qu'elle se fait directement d'institution à institution. Et c'est Victor Privato qui décide et qui, effectivement, envoie des films. Et parmi les films qu'il envoie des années 20, il y a beaucoup de films qui sont extrêmement riches et qui pourraient tout à fait ne pas être considérés comme orthodoxes idéologiquement à la fin des années 60. Voilà, par ailleurs, Borde, c'était vraiment totalement détaché et irréversiblement du Parti communiste. Dans le premier chapitre de son pamphlet, qui s'appelle L'Extricable, qui est un pamphlet contre la société de consommation, contre le tourisme, contre la voiture, contre la bagnole, même pourrait-on dire. Contre les enfants. Contre les enfants, contre la maternité, bref, contre une bonne partie de la modernité. Et le premier chapitre de ce pamphlet, ça s'appelle Un canasson. Et le canasson, c'est évidemment le grand cheval à la renverse, c'est en fait le communisme, quoi, en fait. Voilà. Et donc c'est un chapitre hallucinant, d'une violence hallucinante contre finalement la dérive du Parti communiste, quoi. Donc c'est vrai où on sent une grande passion déçue quand même. Voilà, un dépit amoureux très fort. Voilà. Donc là, il n'y avait plus de retour possible. Je crois que c'était vraiment irréversible. Alors qu'il a eu véritablement une formation très sérieuse au marxisme, qu'il a lui-même construite, mais une formation très sérieuse et très poussée au marxisme. Bien, merci. Merci beaucoup.